Stop by to interact with the community and I every Friday night at 8 o'clock for live stream Fridays. Welcome, trolls. First sees all. Hello les amis, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle émission sur la Lune. Avant de recevoir notre invité, je voudrais quand même rapidement faire un rappel. Dans mes vidéos précédentes sur l'émission Apollo, je vous ai démontré l'impossibilité de celle-ci, les problèmes techniques insurmontables, les démissions en cascade, dont celle de l'emblématique James Webb, administrateur de la NASA et le plus grand défenseur du programme Apollo, à quelques mois seulement du supposé premier pas de l'homme sur la Lune. L'ensemble de ces deux émissions est extrêmement documenté, avec les sources dans les descriptifs. Je vous ai également démontré l'implication de la NASA, des scientifiques, sur le tournage du film 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Que faisait la NASA un an, alors que le programme était complètement à la rue sur la mission Apollo, à mettre du personnel sur le film de Stanley Kubrick? La question reste entière et ouverte. Enfin, je vous ai présenté 4 photographes de mode mondialement connus, qui sont des orfèvres dans le jeu des lumières et des ombres, de la capture de l'instant présent avec des détails microscopiques. Je vous ai démontré que ces 4 photographes, tous convaincus que l'homme a marché sur la Lune, ont été horrifiés à la vue des photos de la NASA. Ils en ont tous conclu que cela ne pouvait être tourné qu'en studio de cinéma. Je vous conseille vraiment l'achat de ce DVD, qui est aussi disponible en téléchargement de Massimo Mazzucco, lui-même photographe, qui dure 3h26 et qui, en plus, est en langue française. Ensuite, dans mon émission La vérité cachée de la Lune, je vous ai fait découvrir les fascinantes trouvailles, déjà faites il y a longtemps, avant la conquête spatiale sur la Lune, ainsi que les documents de la CIA, de l'US Air Force démontrant que la Lune est creuse. Ce qui, du reste, a été prouvé par la NASA elle-même en y envoyant des sondes s'écraser sur la Lune et s'apercevoir qu'elle résonnait comme une cloche. Là aussi, toutes les sources sont dans le descriptif. Mais dans cette émission, et aussi celle consacrée à Ingo Swann, je vous ai détaillé, preuve à la pluie des documents déclassifiés de la NASA, qu'ils utilisaient le remote viewing, cette capacité de certaines personnes à faire voyager leur esprit. Je vous ai démontré les fabuleuses découvertes de Ingo Swann sur Jupiter avant le passage des sondes Pioneer et la confirmation par celle-ci, ainsi que son enrôlement dans une agence secrète pour aller sur la Lune. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas des histoires à dormir debout, ce sont des histoires dont les sources, CIA entre autres, sont plus que fiables. De plus, je vous ai mis une interview du sergent Carl Wolf sur les photos secrètes prises par les Lunar Orbiter, où l'on voyait distinctement la même chose que ce que décrivait Ingo Swann, des villes, des ponts, des routes, etc. J'avais aussi prévenu, avant cette vidéo, qu'elle pouvait déranger le champ informationnel de certaines personnes, car en face, on a une machine à désinformation éclatante. J'ai commencé à vous expliquer les techniques de désinformation qu'ils utilisent avec ma vidéo sur Notre-Dame. Vous savez, cet article de presse du journal Le Monde que je décortique avec vous, qui est l'interview de 2 chimistes experts avec des compétences et titres faisant une page. C'est pareil en ufologie. En France, on a créé le GEPAN qui, avec l'aide de la gendarmerie, recueille les témoignages sur les ovnis. Et ensuite, adieu preuve. C'est drôle de constater, alors que la presse française traite le sujet ovni comme d'un phénomène de foi, de constater que les documents sur les ovnis sont par exemple classifiés 60 ans par la gendarmerie. Très surprenant pour un phénomène de foi, non? Mais ce n'est pas tout. On place aussi de soi-disant ufologues tout en haut de la pyramide du savoir dans le domaine. C'est assez facile à faire en leur donnant au départ des informations privilégiées. Comme l'a démontré le magazine Nexus, par exemple de décembre 2017, on apprend qu'un témoin recueille sous sa peau un implant d'origine inconnue. Il le transmet à une association, les repas ufologiques, ce qui est comique car son président d'honneur se moque des abductés, et cette association le transmet à un ufologue célèbre, Jean-Jacques Grelet. Il n'a plus aucune nouvelle et profite d'une conférence publique de Jean-Jacques Grelet pour aller l'apostropher. Ce dernier lui répond que son implant est arrivé au plus haut de la hiérarchie gouvernementale et qu'il n'avait depuis plus de nouvelles.
Plus tard, il appellera un autre ufologue connu, Boudier, qui lui rigolera au nez en lui disant qu'il ne reverra plus jamais son implant. Concernant la Lune, c'est pareil. La NASA dépense une fortune à travers le monde pour lutter contre le canular des missions Apollo. Pourquoi une telle agence ferait cela s'ils y avaient été? Dans le DVD American Moon de Matsuko, on voit qu'il a suivi en Italie un de ces débunkers de la NASA. Il s'appelle Paolo Attivissimo, qui parcourt le pays en tenant des conférences pour démontrer la réalité des missions Apollo et en essayant de démonter les arguments de ceux qui n'y croient pas. Et il est intéressant dans le DVD de constater les techniques de désinformation qu'il utilise pour ce faire. C'est sans aucune difficulté que Matsuko démonte les arguments de ce dernier en les reprenant un par un, ainsi que les arguments, par exemple, de la fameuse série Mythbusters, qui passe sur les chaînes de télé, qui a aussi consacré une émission pour démonter les arguments de ceux qui n'y croyaient pas. Et là, les techniques de désinformation qu'utilisent les Mythbusters sont bien plus sophistiquées. En France, c'est un dénommé Seb Janiak qui joue ce rôle. Il a écrit un livre. Comme dans l'article du Monde, on le bombarde en dos de couverture de titres honorifiques et de reconnaissance universitaire. C'est un photographe plasticien pionnier de la photo numérique. Ce livre de 450 pages, je vous le montre. Qui va acheter ce livre selon vous, vu la photo de couverture? Les pro-NASA qui croient en la conquête de la Lune vont se dire « Pfff, quelle connerie !» Les autres, alléchés par la photo de l'herbe sur la Lune, vont se précipiter. Au début, il se fait passer pour un type qui croit qu'il y a des choses sur la Lune. Et pendant tout le livre, qui est composé à 75% de photos, pourtant gratuites sur les sites de la NASA, il démonte avec ironie et superficialité le Moon Hoax. Je dis gratuit car le livre, lui, coûte tout de même 49 €. Et la preuve de ce que je vous dis, regardez l'algorithme de Amazon qui ne se trompe jamais. Quand on cherche son livre à Jamiac, regardez lequel y est associé. Celui de Ingo Swann. Un peu comme si vous cherchiez un livre de recettes véganes et que l'on vous propose en même temps les meilleures recettes de viande grillée. Comme dans l'article du Monde, il en met plein la vue, avec ses connaissances techniques en photographie, et ensuite, nous sommes censés, nous, le commun des mortels, gober ce qu'il écrit. D'abord, je voudrais bien savoir comment 4 photographes professionnels mondialement reconnus ont pu mettre le doigt sur les mêmes défauts des photos de la NASA. Et Seb Janiak, ne pas les voir. On devrait organiser une confrontation, on rigolerait bien. Mais en plus, comme dans l'article du Monde, il ne traite pas des vrais sujets et passe en se moquant en une phrase sur, par exemple, le fait que la Lune soit creuse, alors que même des tonnes de documents scientifiques ont été écrits sur ce sujet. En 450 pages et 49 €, il traite environ 5% des informations que moi je vous ai présentées gratuitement en 4 émissions. Et c'est lui l'expert. La seule chose exacte écrite dans son livre, c'est page 46. Je vais le lire rapidement avec vous. Il peut paraître curieux qu'aucun de ces magnifiques monstres astronomiques, parle-t-il en faisant référence aux énormes télescopes, ne diffuse aucune image de la Lune. Vous ne trouverez aucun programme d'études sur la Lune dans les sites officiels de ces télescopes universitaires ou gouvernementaux. La Lune n'est pas à l'ordre du jour. Elle l'était pourtant en 1960, avant l'ère des sondes lunaires. L'observatoire du mont Wilson et du mont Palomar, par exemple, ont énormément aidé à la préparation des programmes lunaires américains grâce à leurs télescopes de 5 mètres de diamètre. Son unique rôle est de verrouiller, en les faisant passer pour des charlots, les astronomes amateurs chercheurs de vérité qui scrutent la Lune en améliorant, comme ils le peuvent, leur petit matériel. On y reviendra évidemment dans l'émission. Alors certes, parmi ces derniers, il y en a qui mélangent tout et qui font du n'importe quoi, je le concède aisément. Mais d'autres non. Et tout ne peut pas s'expliquer par des problèmes de focale, de profondeur de champ, de flair, de pixels, de définition de l'image, de résolution, de compression, de recadrage ou de numérisation, comme il essaye de le faire croire, en prenant justement exemple sur des photos, le plus souvent les plus basiques, de certains astronomes amateurs, sans parler de celles fausses qui foisonnent sur le net, comme les montages de légendes urbaines, mission Apollo 20, extraterrestres trouvés sur la Lune, qui sont elles aussi soit mises par des agences gouvernementales pour discréditer le tout, soit par des chaînes à clics pour se faire de l'argent. Et oui, il suffirait que la NASA nous montre une photo haute définition d'un site des missions Apollo avec un rover, par exemple,
et c'est fini le mono-axe. Pourquoi ne le font-ils pas? Et là, on touche le sujet sensible que l'on va essayer justement de traiter avec notre invité. Et donc, je suis heureux de vous présenter Monsieur Bruce Swartz. Salut Bruce. Bon matin, comment ça va? Et oui, alors Bruce, c'est extraordinaire, parce que je l'ai connu, j'avais évidemment mis des extraits de vidéos de lui dans mon émission La vérité cachée sur la Lune, et cette vidéo n'a jamais voulu se monter. Donc, au bout de 3 heures de travail acharné pour savoir pourquoi je n'arrivais pas à faire le montage de cette vidéo, ça bloquait toujours sur Bruce Swartz. Donc, j'ai coupé les morceaux que j'ai mis et les montés. Quand j'ai publié ma vidéo La vérité cachée de la Lune, un des premiers commentaires a été mais tu connais la chaîne de Bruce Sees All? Eh oui, je connais, oui, 3 heures que j'ai passées avec lui. Et donc, je me souviens, synchronicité, je vais aller commenter sur sa chaîne. Et puis, un jour, je lui ai mis un commentaire en disant ce serait bien qu'on discute ensemble. Et c'est un de ses amis qui a vu en me disant I hope that Bruce sees your comment. Et donc, il m'a mis en relation. Donc, on a commencé à échanger par email en anglais. Et tout d'un coup, Bruce me dit comment ça pour la France? Mais moi, je suis canadien, quoi. Je suis québécois. Non, mais attends, comment tu fais pour avoir un accent à couper au couteau québécois comme ça et parler américain comme un américain? Ça, c'est de l'apprendre, hein? Je suis très auditif, comme on peut dire, mais j'écoute que la manière que le monde peut parler. Puis, tu sais, moi, j'ai été élevé avec, alentour de moi, j'étais habitué d'entendre le monde aux États-Unis. Fait que, veux pas, vous devez même m'entendre avec sûrement un accent américain aussi en même temps. Puis, tu vois, on ne l'entend pas. Comme moi, je vous entends, puis c'est un accent. Mais c'est un accent que je reconnais beaucoup. Parce qu'on a beaucoup de Français de la France ici, au Québec, qui sont nés en France, qui viennent ici, quoi que ce soit la raison. Mais il y en a quand même une bonne gang ici de personnes. Mais les accents changent tout le temps. Hein? Les accents sont différents. Alors, bon. Ça va être intéressant pour ta communauté. Ils vont sûrement m'entendre parler un peu, parce que ça doit faire un petit twist d'entendre les deux langues différentes. Ça va être exceptionnel, je trouve. Ben oui, je trouve ça le fun qu'on communique. L'anglais, français. La France, les États-Unis, il ne doit pas avoir beaucoup d'entrevues ce matin. Exact. J'ai des abonnés qui me suivent effectivement du Québec et donc ils seront heureux de te découvrir. Et alors, comment tu es tombé, toi, dans la Lune? Parce que tu es complètement tombé dans la Lune, toi. C'est le cas de le dire. Tombé dans la Lune, oui. En 2016, en fin de 2016, j'ai toujours fait de la photographie. Puis j'ai commencé à faire de la photographie du ciel. Autrement dit, j'ai toujours pris une petite photo de la Lune quand la Lune devenait pleine. Comme tout le monde faisait, on le mettait sur notre Facebook, puis ça finissait là. Mais j'ai fait des tests avec les étoiles. Puis après ça, moi, mon but, quand je pensais d'être plus rapide, quand j'ai commencé à faire ça, la photographie, j'aimais faire la photographie macro, je ne sais pas si vous comprenez, très près, comme les insectes, pour voir juste les pattes, tu sais, pour voir très près. Puis quand j'ai fait ça, j'ai voulu faire la même chose avec la Lune. Parce que ma passion, oui, c'est de prendre la photographie, mais près. Ça m'intrigue d'être proche, puis de voir peut-être des scènes que le monde, ils n'ont pas l'habitude de voir. Pour ramener la beauté là, de la nature, c'est de même que j'ai commencé. Mais sur la Lune, il y a des différents niveaux. Là, je vais dire atmosphère. Puis là, c'est toujours spéculation parce que j'ai jamais été, j'ai pas la preuve. Mais en général, je vois qu'il y a plusieurs épaisseurs de genre de brume, d'une fumée. Fait que les photos sont pas faciles à prendre des photos de la Lune. Mais j'ai réussi à une manière de parler, passer à travers un peu de cette fumée-là. Mais j'ai commencé à comprendre que chaque phase de la Lune, pas la boucane, c'est un mot que vous ne savez pas, le fumée est différent. À tous les jours, tu vas monter sur la Lune pour voir avec ton télescope. Il peut y avoir des endroits qui sont pas mal plus clairs, beaucoup plus clairs que d'autres journées. Puis souvent, on entend parler que le monde, ils disent, ben, c'est comme une vitre, comme on regarderait à travers d'une vitre, c'est embrouillé. Puis, je veux pas, j'analyse tout ça, puis je suis venu aux conclusions que
c'est simplement, il y a tellement une forte élévation dense de fumée sur la surface qu'il y a des journées qu'on ne peut pas voir la surface du tout. Puis tout en prenant en considération la ligne du terminateur, ça veut dire la ligne de phase de la Lune, quand la Lune elle devient comme une banane, plus petit, bon, ben, quand elle se promène cette ligne-là, c'est là que je vais filmer avec le télescope, mon appareil photo, pour être capable de voir l'élévation. Parce que c'est cette ligne-là noire qui nous montre l'élévation. Parce que tout a de l'air plat sur la Lune. Ils disent que, je ne sais pas si le mot en français existe, ils parlent du parallaxe. C'est juste tout simplement, ça nous donne une illusion optique à cause qu'on suit la Lune. C'est un objet qui bouge. Vu qu'il est en train de se promener, on peut voir ça. Les objets élevés sur la Lune, on va les voir pas élevés, on va les voir couchés à terre. C'est ça qui change des fois notre vue. Puis moi, j'analyse ça. J'essaie de montrer au monde que, dépendamment, durant la phase, quand on prend une photo de la Lune, c'est différent. On voit différent, mais même le même cratère. Fait que j'ai commencé comme ça. Et ensuite, pour faire une longue histoire, pour terminer une longue histoire, j'ai commencé à trouver des lumières sur la surface. Il y en a qui étaient stationnaires. Il y en a qui bougent. Puis c'est présent, là. Quand je monte, j'en vois. Puis c'est pas impossible d'être capable de les voir. Puis c'est pas si dur que ça, mais c'est de comprendre où et comment qu'il faut le faire. C'est qu'il faut ralentir le film, faut t'avancer beaucoup. Puis là, bien sûr, ben, quand t'avances, plus que c'est flou, c'est embrouillé. Mais j'ai développé une procédure de base, je trouve, en mettant des simples filtres verts ou faire une simple inversion. C'est tout ce que je fais. Puis des ovnis, des lumières stationnaires, des lumières qui bougent, mais aussi des magnifiques nuages qui se promènent sur la surface, que je ne sais même pas comment les appeler. Des fois, je dis, ben, c'est-tu des créatures ou des ovnis? Tu sais, c'est des lumières qui bougent des fois. Ils ont l'air vivants. Ils ont l'air vivantes des fois. On a démontré dans les autres émissions, Bruce, qu'il y avait une atmosphère sur la Lune et que, en fait, tout le monde est au courant depuis très longtemps qu'il y a une atmosphère sur la Lune. Hein. Oui. Et on va commencer, parce que nous, on a déjà travaillé ensemble tous les deux pour analyser tes vidéos, parce que moi, je ne suis pas un intervieweur, je suis aussi un chercheur de vérité comme toi. Et donc, on va commencer par ton matériel et on va envoyer une vidéo pour montrer un petit peu le matériel. J'ai laissé le jingle que tu avais fait parce que tu avais rencontré Crow777, qui est un autre chercheur de vérité très... Absolument, ouais. Aux États-Unis. Oui. Et juste après le jingle, je te laisse commenter les images. Vas-y, Bruce. Voilà. Mon nouveau jouet. Ça, c'est le télescope au moment que je venais de l'avoir. Très émotionnel quand j'ai réussi à l'avoir. Puis je suis en train d'expliquer. J'ai commencé avec cet appareil-là. C'est un Nikon D3400. Ça va en arrière du télescope, comme vous voyez là. Puis l'appareil, elle est fixe sur le télescope. Moi, je ne l'enlève jamais. Tu commandes le petit morceau qui est là, qui s'appelle le ring, le T-ring, pour être capable de l'adapter sur le derrière du télescope. Puis ensuite, ben, je suis prête pour filmer comme ça. Puis maintenant, j'ai un D850 en arrière. Même principe, le même T-ring qui le tient. C'est juste que maintenant, j'ai un appareil avec 46 mégapixels. Puis c'est un appareil quand même qui m'a coûté 5 000 un appareil qui est très clair, qui montre une magnifique image de la surface. Fait que là, je suis en train de monter. Pour vous donner une idée, que j'ai 75 livres en arrière. Vous voyez le morceau noir que je suis en train d'appuyer sur le bras. C'est pour faire un contrebalan pour le poids. Quand tu es en train de filmer, par exemple, dans les airs, tout droit dans les airs. C'est quand même très pesant. C'est quasiment 100 livres la tête optique, seulement que la tête. Fait que là, tu vois, il y a 75 livres dessus. Puis regardez, là, moi, je suis au-dessus de 200 livres, puis j'ai essayé de l'élever, puis j'ai vraiment une misère à le faire. Ça, c'est l'image, un Solar Imager. C'est un petit appareil photo que tu peux mettre
à l'arrière du télescope. Ça prend une autre connexion aussi pour le faire, mais je le montre parce que j'ai commencé par ça, ce petit appareil-là. Puis le petit appareil était sur mon télescope de 4 pouces seulement. Ça fait quand même des images magnifiques. C'est très intéressant parce que tu as acheté du grand matériel et moi, je te demandé, Bruce, tu gagnes 1 milliard de dollars à la loterie américaine, là. Tu veux investir 100 millions de dollars, qu'est-ce que tu peux acheter, Bruce? Ça, c'est incroyable que tu me demandes ça parce que ça nous montre des petites réalités que probablement ici au Canada, pour moi, sur mon côté, je serais peut-être jamais capable d'acheter quelque chose grand comme ça sans être peut-être un établissement, une grande association ou une compagnie ou que je travaille pour la science. Je ne sais pas c'est quoi la limite de ce qu'on pourrait acheter, mais laisse-moi dire que c'est conclu, que c'est définitif. Je suis déjà en train de préparer, j'espère, dans le futur pour faire ça, c'est de créer de bâtir mon propre observatoire ici à Montréal. Fait que si je fais ça, avec un observatoire ici à Montréal, la grosseur du télescope, là, si je gagne des millions, je m'en vais au plus gros, là. Tu peux être sûr que je vais vouloir, pas pour faire de la compétition, mais je vais être proche. Fait qu'on, écoute, là, je parlerais d'un télescope de 50-60 mm, 60 pouces, comme il faut, sinon 66 pieds. C'est pas les limites. J'aurais un terrain assez grand, je bâtirais de quoi d'exceptionnel. Mais je sais pas c'est quoi la loi puis les limites. Tu n'as jamais essayé d'en acheter un gros? Ben, j'ai essayé d'acheter le 14, puis j'ai appelé pour essayer pour voir, par exemple, pour faire mes recherches, juste en faisant des téléphones alentour, pour faire à croire que j'ai une grosse somme d'argent dans mes poches. Puis j'essaie de parler poliment à des grosses associations. Puis là, j'ai appelé à des places où j'en avais aucune idée où j'appelais. Pour avoir des renseignements sur moi, j'ai de l'argent, je suis prêt à investir, puis d'avoir un professionnel qui vient m'installer un télescope d'observatoire pour que les connexions électriques soient sécuritaires. Est-ce que c'est possible? Puis par où est-ce qu'il faudrait que je passe? Moi, je n'ai jamais réussi à avoir aucun renseignement. Peut-être que je n'ai pas regardé assez, mais j'ai quand même vérifié une couple de places, 3 places au moins. Puis la réaction était ridicule. Vous êtes qui? Puis pourquoi que vous voulez faire ça à la maison? Vous êtes quelle association? Eux autres voulaient savoir quelle association que j'étais avec. J'ai dit, j'ai pas d'association. Je veux m'équiper en gros puis devenir un amateur, un astronome amateur, un des plus gros télescopes au monde. Puis j'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu d'aide pour ça. Je sais même pas commencer à regarder, imagine. Oui, tu n'y arriveras pas, hein, je te le dis. C'est quand même assez incroyable parce que quelqu'un qui vend des télescopes, il y a un gros client qui dit j'ai plein d'argent, je vais acheter un gros télescope, on te rappelle même pas. Non, c'est incroyable, hein, parce que c'est une manière sans juger où c'est tout déjà conclu. Qui va faire les recherches sur la Terre? Moi, c'est ça que je crois. En fait, gros télescope. Que ce soit la Russie, que ce soit la France, que ce soit le Canada ou les États-Unis, à quelque part, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui les protège. Aller assez loin pour dire que c'est une association secrète, je ne sais pas. Mais écoute, c'est quelque chose que je trouverais pas ridicule. Là. Okay. Pour cacher peut-être qu'est-ce qu'il y aura là, il ne faut pas qu'on le sache. C'est pas ça. Donc, on va commencer par une de tes recherches, une première observation, une première vidéo de toi. On est parti. Voilà. Est-ce que tu peux voir? Bon, nous sommes dans le Mare Serenitatis. Il va y avoir des petits mots, je m'essaie de le dire en anglais, pas trop les scraper. Le Mare Serenitatis. Puis, qu'est-ce que vous voyez là? C'est les vrais objets sur la surface de la Lune. Que la surface n'est pas plate. Puis, c'est le cratère Bessel que tu vois là, le petit rond. C'était direct dans le centre du Marais. Puis, ici, on voit, si tu regardes comme il faut, si vous avez des bons yeux, vous pouvez voir des carrés, des débutants de carrés ou de genre de lignes qui peuvent séparer d'autres endroits sur la Lune, comme qu'on peut voir ici quand on monte dans un avion très, très haut. Mais si vous regardez aussi, il y a comme une fumée. Il n'y a pas comme. Il y en a un, fumée, puis elle est épaisse, puis ça se promène sur la surface. Puis quand tu ralentis, puis que tu t'avances, c'est ça qui est en train de se promener entre
les objets. Que les objets soient naturels ou non, sont quand même là. C'est pas quelque chose que j'essaie de prouver, c'est quelque chose que je sais qui est là. C'est que le monde ne comprenne peut-être pas comment est-ce que je suis en train de le faire avec le télescope, mais ça, c'est une inversion, là. J'ai fait une inversion, puis il y a une couleur vert appliquée sur l'image pour que nous puissions voir la surface sans avoir le look de cette maudite lune grise. On voit la surface, souvent, les morceaux, on dirait que la surface est un morceau. Souvent, les cratères ont l'air à coller ensemble. On dirait qu'ils sont tous unis, tu sais, comme un film un film d'eau, comme une surface d'un lac, que tout est calme, est ensemble. Ça, c'est le fumée qui est sur la surface, que moi, je crois. Les nuages, peu importe, c'est en train de causer que tout a de l'air un morceau, que tout a de l'air uniforme, qu'il n'y a pas de l'air d'avoir des grands morceaux sur la surface. Mais c'est bien contraire, parce que quand on s'avance avec un télescope, faire un zoom comme il faut, on voit très, très bien que la surface, qu'on peut voir qu'il y a des objets. Mais ces objets-là sont connectés ensemble sur bien des endroits. Ça, c'est le Mare Serenitatis. C'est qu'est-ce qu'on vient de voir ici, puis on est à la même place. Mais ici, c'est où il y a eu l'Apollo 17 qui a atterri. Supposément, on voit qu'il y a deux lignes massives. Puis je te dis juste lignes parce que j'ai aucune idée qu'est-ce que ça pourrait être, qui montent à une élévation un peu plus loin. Là, comprenez, c'est toujours un peu dur à voir. Pour certains, dépendant de vos moniteurs, pour vous aider, descendez vos lumières, puis nettoyez votre écran. C'est dur quand on regarde la Lune comme ça pour voir les petits détails parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui rentrent en considération, qui nous nuisent. Mais c'est là qu'ils disent qu'ils ont atterri. Si tu regardes, eux autres, ils parlent d'une surface plus plate et qu'il n'y avait rien là. Puis quand tu la regardes, ben, tu vois bel et bien qu'il y avait quelque chose là. Ici, on est en dessous de la fumée. Puis, il y a des lumières stationnaires qui s'allument simultanément sur un rayon de au-dessus de 400 ou 500 km. Ça prouve qu'il pourrait avoir un système de lumière construit. Ici, tu vois une des lumières qui est en train de lancer carrément des projectiles lumineuses de l'objet qui est dans le centre. On voit une expansion, puis on voit une rétraction de cet objet-là qui est comme un nuage sur la surface. Il y en a plusieurs. Ils font une interaction ensemble et tout ce que je peux te dire, c'est que je vois des lumières aller à cet objet, puis il y a des lumières qui quittent cet objet. C'est rapide, ça a été ralenti, puis là, vous voyez simplement en noir et blanc que je suis pressé, je suis très, très près de la surface, puis c'est pour ça que c'est pas plaisant pour certains pour voir. Mais on ne peut pas voir cette lumière-là si on ne s'avance pas près comme ça, puis que si on ne ralentit pas. J'ai été chercher une caméra 46 mégapixels. Les mégapixels nous donnent une meilleure image, puis nous permet de faire qu'est-ce qu'on veut avec l'image, de l'étirer, de s'avancer dessus, de plus près, de le montrer plus près. Puis là, les images que vous voyez, en plus, ça, c'est des trouvailles qui ont été avec mon télescope de 4 pouces. Alors, regardez la lumière qui sort de cet objet-là. On va l'appeler tout simplement un ovni parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On voit une lumière qui vient d'apparaître alentour et aussi dans l'air, autrement dit, l'atmosphère de la Lune. Ça, je vous montre des petits carrés, comme vous voyez ici, qui peuvent apparaître ici et là, sur la surface de la Lune, qui nous montrent des démarcations d'endroits, de certains endroits où il y a eu de construction à une grande proportion. On ne parle pas des petits objets, là. Qu'est-ce que vous avez vu là? Ça mesurait plusieurs milles de long. Pour vous montrer un exemple ici, les objets qui sont sur la surface, ils ont une même réflectivité que les objets sur la surface. Autrement dit, nous, on peut voir une démarcation d'élévation de certains endroits, mais on les voit toutes la même réflectivité. Fait qu'imagine-toi 10 fois plus loin que ça, puis qu'on bouge plus vite, puis qu'il y a de l'atmosphère qui se promène entre la Lune et la Terre, il n'y a pas personne qui va voir, à moins qu'on ralentit. Qu'est-ce que vous pensez d'un ovni qui met de la fumée
sur la surface de la Lune. On voit une énorme fumée derrière quelque chose inconnu sur la surface de la Lune. Alors, regardez en ralentissant, par regardant en noirceur, vous allez voir quelque chose de sorti. Il est là présentement dans le centre. Une lumière allume, une autre lumière allume alentour. Là, il y a beaucoup d'interactions avec le sol. On va le voir plus près. Si vous voyez un peu de pixelation, c'est pas grave. J'essaie de vous montrer ce qu'il y a dans le centre. J'essaie de pas vous dire que la pixelation, c'est des structures. J'essaie de vous montrer ce que je vois très près de la surface, que c'est dur. Est-ce que c'est une explosion qu'on vient de voir? Est-ce que cet objet est en train de faire une interaction avec la surface? On ne sait pas, mais alentour de l'objet, on va le voir ici encore. C'est dur à voir, les amis, je le sais. Mais là, whoop, une intensité de lumière, whoop, c'est plus fort. Puis là, wow, là, on voit un bariolage de lumière puis d'événements inexplicables qui peuvent arriver. On n'a aucune idée de ce qui arrive. Celle-là, elle me fascine. Magnifique nuage. C'est tout ce que je peux l'appeler. C'est une boucane qui se promène assez rapidement, mais pas aussi vite qu'un ovni, mais plus vite, je crois, qu'un nuage ici, au-dessus de la Terre. Mais y a-t-il quelque chose de caché dans ce nuage-là? Oui. On voit des lumières aller à se fumer, puis de partir, de quitter ce fumée-là. Tout ça, là, en très peu de temps que j'ai trouvé. Encore, ça, c'est le cratère Theophilus que vous voyez dans la noirceur qui longe le côté du cratère. Il y a un objet gigantesque qui est en train de se promener. Très dur à voir, mais pas impossible à voir. Puis la raison que le monde a de la misère à croire tout ce qui arrive sur la Lune, c'est que la preuve, c'est pas comme un film. Hein? On n'est pas assis en train de manger du popcorn puis de voir une belle image. Fait qu'il faut essayer de comprendre un peu aussi l'atmosphère puis les fumées sur la surface de la Lune, ce qui n'est pas facile. C'était passionnant. Franchement, c'était passionnant et effectivement, au-delà des problèmes de pixelisation, au-delà des problèmes de rapprochement, on voit bien qu'il y a quelque chose, quoi, qu'il y a des nuages, comme tu le dis, ça c'est sûr et certain de toute façon. Beaucoup d'astronautes les voient, ces nuages, et d'autres émettent même des théories bien plus avancées qu'on verra un peu plus loin. Bravo, vraiment, bravo pour ces captures. C'est pas évident pour savoir qu'est-ce qu'on voit, mais juste de servir nos yeux, ben c'est comme tu dis, on peut voir qu'il y a une boucane. On ne sait peut-être pas si c'est un nuage, on ne sait pas si c'est des... C'est quoi des boucans? Ah, j'ai dit boucan encore. Ça, c'est une habitude. Ben, la France, c'est un nouveau mot qu'ils vont aimer à dire. Parlez à votre famille, rentre et dit il y a donc ben de la boucane ici. Ça veut dire qu'il y a donc ben de la fumée ici. Ça, là, si je ne me trompe pas, c'est un petit mot joual québécoise qu'on sert tout le monde. Tout le monde dit ça ici, la boucane. Puis en réalité, c'est pas un mot en France qui est servi, qui est utilisé, puis je ne savais pas. Mais c'est la fumée que je voulais dire. Quand on voit une danse fumée ou brume sur la surface. Ouais, exactement. Désolé. on va apprendre beaucoup d'affaires sur l'un et l'autre, Sylvano. Ah oui. Sur nos langues. Alors, on y va pour une deuxième vidéo de toi qu'on a sélectionnée. À toi. Yes. Ah, là, on voit l'ISS. Oui, absolument. C'est ça qui est en train de passer entre la Lune et la Terre, qu'on pourrait dire. On a l'impression que le ISS sera en train de se promener au-dessus de la Lune, par exemple. Sûrement pas, parce que ça a l'air que c'est supposé de rouler à une température très excessive, le ISS, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, quand ils font des launch aussi, quand une cargaison arrive au ISS, ils se promènent quand même 50 000 km/h ou 54 000 km/h, je pense, pour faire embarcation. Puis, c'est la première fois que je le vois, le ISS. Moi, je crois que c'est à cause de la Lune que je l'ai vu. Ici, là, regardez, là, mes amis, vous allez trouver ça exceptionnel. Wow! Ouais. Je ne sais même pas c'est quoi. Je ne mentirais pas. C'est quelque chose sur la surface de la Lune qu'on n'a aucune idée qu'est-ce que c'est. Puis quand je vous dis sur la surface, c'est passé sur la surface ou c'est très, très près
peut-être une couple de centaines de pieds au-dessus de la surface parce que je suis très proche. Fait qu'on ne verra pas un ovni passer présentement là, entre tout ce qu'on est là. On est très, très proche. Fait que je suis en train de regarder la surface. Ça m'intrigue. Puis ça, c'est ce que je vois partout de toutes les grosseurs. Écoute, une fumée sur la surface de la Lune où il y a des lumières intenses, une interaction avec cette poussière, avec cette fumée-là, que tu vois des propulsions. Moi, je dis des propulsions. On voit qu'il y a des lumières qui partent de là. Là, l'intensité que vous venez de voir, là, serait équivaut à une explosion sur la surface de la Lune. Là, on est proche. Fait que si la lumière s'est intensifiée, comme que vous voyez ici, là, ça, c'est une intense différence ou flash sur la surface. L'objet même que vous regardez, le grosseur, c'est pas plus petit que 3000 ou 4 ou 5 kilomètres de long. Vous avez vu une petite lumière, là, présentement? Il y a quelque chose qui joue alentour. Regardez bien, il est apparu. Il s'en va vers la boucane. Fait que, on le sait qu'il y a une interaction. On ne sait pas c'est qui ou quoi, mais on le sait qu'il y a une interaction sur la surface, avec la surface. Puis, que pensez-vous de celle-là? Ça, c'est une flamme de feu sur ou près de la surface que tu vois que ça descend. Puis, en même temps, je vais m'avancer un peu plus près. Tu vas voir dans les flammes l'atmosphère, naturelle ou non, la fumée qui est alentour dans l'air. Il y a une dense fumée, là. Qu'est-ce que le feu fait sur la Lune? Il suppose d'avoir de l'oxygène sur la Lune? Je crois que non. Puis, regardez ici. Là, j'ai montré ça très, très vite. Vous avez vu au-dessus de 10 ovnis en peut-être une seconde. C'est ça que je vais essayer de faire comprendre le monde, c'est que les ovnis, une propulsion qui sort d'un ovni, par exemple, ben, ils ne sortent pas tranquillement. Ils sortent rapidement. Puis j'ai déjà vu une accumulation de beaucoup de lumière sortir en même temps. Fait que ça fait des genres de pixels qui apparaissent simultanément sur la surface. Elle est fantastique. 6000 de long approximative. Puis regardez, là, il y a un filtre bleu ici. Là. Ça, c'est le film original. Il n'y a pas rien qui a été changé. Ici non plus. Ça, c'est les couleurs sur la Lune. Il n'y a pas de saturation ici. C'est naturel. C'est dur à croire, mais quand tu es proche avec ton télescope, c'est naturel. Vous voyez un ovni descendre en intensité de lumière. Alors, regardez les projectiles à la droite de cet objet-là, l'ovni. UFO, l'ovni. 3 projectiles qui est indiqué là en anglais. Peut-être pas sûr, 3 projectiles. C'est peut-être un ovni en triangle là, avec les 3 boules. Oui, absolument, parce qu'ils ont sorti ou ils ont apparu en même temps. Fait que des fois, qu'est-ce que moi je dis qui est un projectile? Oui, il peut être des ovnis. Puis là, n'oubliez pas, ils ont beaucoup de lumière. Fait que, ils peuvent être la lumière dans le centre, ils peuvent avoir des lumières tout le tour, ils peuvent sortir pas de lumière. On n'a aucune idée, tu sais, on a une petite idée. Moi, l'idée, c'est que c'est quelque chose de pas naturel. Comme là, je suis en train de montrer le petit champ magnétique alentour, peu importe, un rayon de feu. Alors, regardez, là, c'est pas juste un, là. C'est pas juste un événement qui arrive, c'est plusieurs événements. Puis, les lumières, là, c'est juste incroyable. Fait que, dis-toi que la NASA qui ont montré une vidéo d'une explosion dans le passé, là, c'est exactement même grosseur de lumière ou de flash que je suis en train de monter que moi, je vois à tous les jours. Puis, ça se peut pas qu'ils disent. Ça se peut très, très fortement parce que je suis en train de montrer la preuve que les lumières apparaissent. Qu'on voit des pixels ou non, on voit à travers. Puis, n'oublie pas, le uploading, quand on met une vidéo sur YouTube, la qualité est diminuée tout le temps. Moi et toi, présentement, on est en train de montrer ça au monde. La qualité est diminuée un peu. Fait que c'est pour ça que j'essaie de tout le temps avoir la meilleure qualité pour être capable de voir exactement le plus près de la surface sans voir trop embrouillé ou pour être capable de voir exactement ce qui arrive. Oui. Puis,
Parce qu'effectivement, ça, c'est des vidéos que moi, j'ai uploadées de ton site, de ton site YouTube. Et donc, la qualité, effectivement, elle est divisée par je ne sais pas combien, parce que C'est ça. YouTube, Ça peut être un peu plus serveur. clair. C'est ça. Ça peut être un peu plus clair sur YouTube, mais le monde va le savoir. Pareil, tu sais. Puis en expliquant avec toi en France, le monde, à un moment donné, mais qui viennent sur ma chaîne YouTube, ils vont comprendre que même s'ils ne comprennent pas tout ce que je dis, ils vont avoir une grande idée de ce que je fais. Au moins, tu sais. Exactement. Maintenant, on va voir une vidéo où tu montres la Lune que tu as prise à 8 jours d'intervalle et tu veux nous expliquer des choses. Le 25 janvier, mes amis, en haut, à la même place en bas, le 17 janvier. Est-ce que vous voyez comment sont placés les marées et comment sont placés les cratères? Fait que la Lune, on a été dit qu'elle ne change pas de place. Ben, elle reste sûrement à la même place, mais elle fait une rotation parce qu'on ne la voit pas tout le temps du même côté ou du même élévation, si vous voulez, par exemple, un cratère. Alors, regarde, faites le test vous autres même. Regarde, ça, c'est la différence. Pour te donner une idée, comment est-ce que la ligne, la phase, la ligne noire change de place. Il devient plus droite dans le centre, au milieu de la phase. Là, ici, à la droite, tu vois la photo en dernier, tu vois qu'il y a une rotation si tu compares avec la Lune juste à la gauche, les cratères. Fait que ça, c'est le Mare Crisium, un que j'adore aller voir. Si vous voulez, si vous avez les télescopes, allez voir vous autres même le Mare Crisium. Il y a beaucoup de détails sur la surface. Le Blood Moon, tu vas m'aider, Sylvano, comment est-ce qu'on dit en français? La lune de sang. La lune de sang que tu vois en haut à droite, c'est ma première chance d'avoir eu la lune de sang. Mais malheureusement, on avait beaucoup de nuages ici à Montréal, au Québec. Mais j'ai quand même réussi à voir, pour montrer les couleurs. Fait que c'est ça que tu vois avec le Blood Moon, la lune de sang. Les différentes couleurs sont formidables. J'ai eu la chance de voir ça. Mais j'ai pas pu l'avoir plus proche, malheureusement. C'est comme la chasse, on n'a pas toujours on n'a pas toujours l'animal qu'on veut avoir. Oui, ici, j'étais en train de. Il y a une flèche sur le cratère Tycho. Vous voyez à droite et à gauche, ici, le Mare Crisium, que vous voyez une énorme différence de rotation. Puis là, ici, on parle d'une couple d'heures. Fait que la rotation se fait rapidement. Ça se fait pas juste en un instant. Ça se fait pas juste sur une semaine de temps. Ça arrive assez rapidement. J'ai fait une arrêt sur image là parce que je voulais dire quelque chose, par exemple sur ce cratère Tycho, là, Tycho. Souvent on croit que, vous voyez, l'impact du cratère, c'est une météorite qui est venue, et puis vous voyez les formes qui sont en diagonale, les rayons qui en sortent, c'était ce qu'on appelle les éjections de la météorite. Donc on appelait ça des éjectats. C'est totalement faux, que on voit que d'abord, il y a autour du cratère, vous voyez une couronne. Et les rayons sont disposés tangentiellement à celui-ci. Et aujourd'hui, même dans le très fameux atlas de la Lune de Grund, qui est une sommité, on n'ose plus parler d'éjectats concernant c'est-à-dire les matières éjectées lors de l'impact de météorites. Et lui, dans l'atlas de la Lune, il parle maintenant de système rayonnant, mais sans donner plus de détails. C'est en plein ça. Moi non plus, Sylvano, je crois pas que le éjecta que tu vois alentour, la couronne, comme tu dis, je crois pas que c'est ce qu'ils disent que c'est. Là, on voit, puis je veux pas vous tromper, là. Je veux pas vous essayer de vous tromper, là. Là, j'ai rajouté une application de lumière pour intensifier la Lune encore plus. C'est pour ça que tu vois un effet de lumière jaune. C'est moi qui l'ai appliqué, mais je n'ai pas appliqué une couleur, j'ai appliqué une lumière forte. Je veux que vous voyez qu'une lumière oscillante, si ça se dit en français, elle se promène, elle bouge, elle oscille. Il y a une activité sur la surface, il y a une chaleur aussi, une émanation de chaleur, puis ça a été dit que c'est le soleil. Puis moi, je ne crois pas que c'est. Non, c'est pas possible, parce que si on observe, si c'est le soleil, tu vois, quand on observe les petites billes qui sont éparses
sur la partie basse de la photo, les rayons du soleil n'arriveraient pas du même endroit. Tu vois? Exactement. Il y a des endroits où le soleil ne pourrait pas venir et elles sont quand même illuminées, ce qui est totalement impossible. Exactement, je suis complètement d'accord. Puis, c'est ça. Ici, là, ça montre un très bel exemple. Puis, n'oubliez pas, quand que je mets un filtre ou quand que je fais l'application, mon but, c'est toujours de ne pas changer la lune. Je ne prendrai pas la lune pour la montrer différemment puis de dire, regardez, là, tout d'un coup, il y a des lumières ce matin. Mais certaines applications, on a besoin de s'en servir. Comme vous voyez ici, la lumière... oui, excuse. C'est exceptionnel, ça. Oui, merci. Puis la lumière ici, que tu vois qui est jaune, je te le montrais à un moment donné, si jamais tu veux, Sylvano, c'est que la lumière, on le voit blanc, d'habitude. La lumière, en le montrant jaune, tu vas remarquer qu'en regardant la lumière de près, même avec tes yeux ou avec une loupe, je l'ai ralenti, ben, le blanc, on ne voit pas le mouvement dans la lumière. Je ne sais pas si tu me comprends. Ouais. Là, on voit une interaction où est-ce que la lumière vient. On voit que ce n'est pas juste un pouf, lumière. C'est pas vrai. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements, peut-être une fumée sur la surface qui est entremêlée dans cette lumière-là. Puis, c'est un genre d'activité. Pour moi, ben, ça, c'est une activité sur la Lune. Même si on ne voit pas quelqu'un en train de pelleter là, sur la Lune. Bien sûr. C'est une activité quand même. Là, on est rendu au jour, avec mon Nikon P900. Puis, c'est sûrement l'endroit où on va voir un ovni, comment est-ce qu'on dit? Un fleet d'ovnis, un groupe d'ovnis, plusieurs ovnis en français. Une flottille. Comment tu dis, excuse? Une flottille. Sûrement ça, oui. Tu vois, en anglais, on dit un UFO fleet, mais en tout cas, un regroupement, peut-être même, je pourrais aller assez loin de dire formation militaire, si j'essaie de voir comment est-ce que tellement d'objets peuvent passer tellement proche de l'un puis l'autre sans se fracasser, sans se frapper, sans causer d'accident, puis de se promener dans un groupe comme ça à la vitesse de la lumière. Nous savons que c'est absolument impossible. C'est impossible de faire ça. Puis là, ici, on va le voir. Mais pour vous montrer, c'est la Lune que tu viens de voir. C'est la même chose, mais là, on est plus près. Puis j'ai un filtre vert pour vous montrer les petits ovnis qui passent. Puis quand je vous dis petits ovnis, ils sont petits à nos yeux, à nous autres, mais en réalité, ces objets-là peuvent avoir 1 000, 2 000, 3 000 de long. Puis quand je te dis 3 000 de long, je ne te parle pas de l'ovni, je te parle de la lumière qu'on voit que l'ovni projette. Puis là, il y en a plusieurs qui passent. Fait que ça, c'est ralenti. Vous voyez, là, ça passe des lumières, mais ces lumières-là, ils viennent d'un peu de partout. Autrement dit, il y en a qui viennent de la surface. Comme vous allez voir ici, c'est très épeurant. C'est que certains de ces lumières-là, ils viennent directement sur la surface. Fait qu'ils décollent pour aller rejoindre le troupe ou le groupe d'ovnis qui est en train de se promener dans le ciel. Fait que ça soit pour le cacher, je ne sais pas. Regardez, vous en voyez ici, là, excusez. C'est un ovni encore. Merci, Sylvano. Regardez la lumière, là. C'est lumière après lumière, des projectiles sur la surface. Puis, regardez-les comme il faut. Ils changent d'intensité. C'est pas, vous voyez très bien que c'est pas un spot sur mon écran, comme que la plupart ils disent que c'est des spots sur mon écran. Quelqu'un il a dit à moi l'autre jour, t'as parlé, t'as positionné sur ton écran, puis c'est ça que tu es en train de filmer avec le soleil. J'ai entendu tous les excuses, puis c'est vraiment pas vrai. T'sais. Il y a peut-être beaucoup de monde qui essaie de faire du fake, du trucage, mais c'est quoi le but? T'sais, je comprends pas c'est quoi le but, là. On essaie de trouver la vérité, là. De toute façon, il y aura toujours ceux qui ont des explications à tout et qui savent rien. Hein. Donc, c'est toujours... c'est comme, tu sais, en matière d'OVNI, c'est « Oh non, c'est un hélicoptère. Oh ben non, c'est la planète Vénus. Oh ben non, c'était une vache qui était dans le ciel. » C'est tout et n'importe quoi. L'oiseau, n'oublie pas l'oiseau. Non, mais ça, faut pas faire attention à ces gens-là. Où tu veux qu'ils sortent le spot, doit-on...
Hein, Ils t'es pas changent. en surexposition, t'es pas avec, il n'y a pas de soleil, là, c'est de nuit, c'est n'importe quoi. Exactement. Et là, on va aller voir quelque chose encore de plus fantastique. Alors, la vidéo, elle commence par une sorte de... T'es au ras de la Lune, on dirait qu'il y a de la brume. Alors, je sais pas comment tu as fait ce genre de vidéo, mais tu vas nous l'expliquer. Là, nous sommes avec un appareil photo, les amis, aucun télescope. C'est fait avec un P900. Je suis sur le côté est de la Lune. Il arrive une lumière sur le côté est de la Lune et une deuxième lumière sur le côté est de la Lune. Mais la lumière a l'air de venir d'ailleurs, sur la surface, peut-être près de la côté qu'on ne voit pas, l'autre bord, ou c'est arrivé tout simplement du ciel, de l'espace, je ne sais pas. Mais regardez en arrière, il y a beaucoup que vous voyez ici. Ici, il n'y a aucun filtre. Il n'y a aucun filtre ici. Là. La lumière, regardez l'intensité de la lumière. Puis vous allez l'entendre dans ma voix, là, quand je parle, que je le dis, là. La quantité de lumière que je viens de voir là, apparaître dans mon écran photo, dans mon appareil photo, que je n'ai jamais vu de ma vie. Le ciel mauve, on voit des objets montagneux maintenant qui apparaissent sur le côté est de la Lune. On voit des fumées, on voit des brumes, fortes brumes sur la surface. Là, cette lumière-là, qu'est-ce qui arrive? Il est en train de descendre. Oh, c'est quoi ça là, que vous venez de voir? Il y a un objet, ombrage ou non, je ne sais pas, qui s'est élevé très, très haut, élongué sur la surface, puis un projectile de lumière maintenant sort de là ou de l'endroit où ce qu'on a vu, l'élévation de ce bizarre objet-là. Fait que c'est en train d'atterrir sur la surface parce que ça a vraiment arrivé à la surface, là. Ils sont tellement durs à voir, les objets sur la surface, comme ici, les couleurs, peut-être même possiblement des gaz qui sont sur la surface, qu'on voit dans des brumes, des lumières électriques très, très, très bleues foncées. Puis moi, la première fois que j'ai entendu ça, je ne sais pas si vous connaissez un peu sans trop parler de lui, mais John Lear, l'ancien agent CIA, c'est le premier qui m'a dit que le bleu sur la Lune, il était en train de vérifier, John Lear, voir si c'est pas un rapport nucléaire. Parce que les couleurs bleues, émanations bleues qu'on peut voir là, comme ça, ici sur la Terre, peut être des endroits nucléaires. Il est en train de chercher sur la surface pour ces affaires. Il y a John de m'appeler, je vais lui expliquer ce que c'est, je vous l'expliquerai après. Oui, parfait. Les lumières là, sur la surface, là, c'est pas toutes des réfractions. C'est ça que le monde faut qu'ils se disent. Parce que, oublie pas, John Lear, lui, il connaît que des affaires qu'on ne connaît pas. Fait qu'autrement dit, lui, il connaît des affaires qu'il n'a pas en preuve. Puis il essaie de le prouver, ce qui est très, très dur. Mais il y en a bien qui disent à moi que les réfractions sur la surface, les lumières, c'est toutes des réfractions de lumière. Puis ça l'est vraiment pas. D'après moi, ça l'est vraiment pas. Parce que Aristarchus, le cratère Aristarchus, est complètement bleu. Regardez la ligne sur le bord, les lignes droites, 90 degrés, un angle de 90 degrés dans le cratère. C'est quoi, là? C'est une construction ou c'est naturel, mais ça a l'air mal placé. Puis chaque cratère, ils ont un objet sur le côté des cratères blanc, le supposé éjectant, que tout le monde parle, ce qui est après l'impact, c'est ça qui aurait développé, puis que le soleil est en train de nous aveugler. Moi, je ne le crée pas. C'est seulement un côté qui est illuminé. Il y a des objets sur ces coins-là de cratères. Fait que chaque cratère a un genre d'objet blanc qu'on dirait que c'est construit ou c'est réflectif, c'est dur à voir à la surface. Fait que je ne sais vraiment pas que ça soit délibéré. C'est-tu exprès que c'est un camouflage? Ou c'est tout simplement la misère qu'on a de voir la surface à cause des objets naturels entre la Lune et la Terre? Ça, je ne sais pas. Tu as dit le mot électrique. Ouais. C'est ça que ça te fait penser. Hein. En fait, on va y revenir parce que j'avais déjà expliqué dans La vérité cachée de la Lune qu'on peut noter des phénomènes de nature électrique sur la Lune.
Et là, on va aller plus loin et on va aborder l'électromagnétisme scalaire. Ah oui, Ok. absolument, très intéressant. Mais d'abord, on va continuer à regarder tes vidéos parce que la prochaine est surprenante. Et là, et approché très près, il va y avoir forcément un phénomène de pixelisation. Vous inquiétez pas, on ne pixelise pas pour vous dire qu'il y a des châteaux forts. C'est ça. Fait que là, on est très, très près de surface. J'ai filmé ça juste l'autre jour. Fait que là, pour être capable de voir une fumée qui vient d'un cratère, écoute, là, je vais vous expliquer comment différencier la différence d'un nuage entre la Lune et la Terre, puis un nuage qui est sur la surface de la Lune. Tu le vois pas. Tu le vois pas. Faut que tu sois prêt à la surface pour la voir. Puis qu'est-ce qu'on voit? C'est des fumées qui se promènent au-dessus d'un cratère avec une intensité de lumière rouge quand je le vois sans filtre dans le centre. Puis là, ici, avec le filtre, vous voyez qu'il y a des objets tout le tour. On n'a aucune idée qu'est-ce que c'est, mais il y a des objets alentour. Parce que quand il y a des nuages, regardez là, je suis prêt, OK? Lumière bleue, ça peut être réfraction, ça, oui, mais c'est une lumière électrique. C'est une lumière qui est intense. Un feu, peut-être, en anglais, c'est transient phenomenon, tu l'as sûrement entendu, c'est l'espèce de phénomène de lumière que la NASA a dit aussi à côté du cratère plateau. Le cratère plateau, supposément qu'il y a des lumières mauve, vert. Mais c'est ça qu'on voit, qu'on peut voir. Mais cette fumée-là qu'on voit, on le voit quand on va très, très près. Puis je veux essayer de vous faire comprendre, les amis. La raison qu'on ne voit pas la Lune, la surface, c'est parce qu'il y a une forte poussière ou brume, peu importe, naturelle ou non, ça, je ne sais pas. Mais ça fait que tous les objets ont de l'air à être collés ensemble à cause que le fumée se promène au-dessus des nuages puis donne une impression que tout est collé puis qu'il n'y a pas de... Tu sais, tu regardes la surface de la Lune, tu cherches des objets pointus, tu cherches des objets piquants ou rien, tu vois rien, ça a de l'air plat. Jusqu'à temps que tu t'avances comme ça. Ça, la lumière que vous venez de voir, tu me diras jamais que c'est quelque chose que j'ai inventé ou que tu me diras jamais que c'est quelque chose qui n'est pas là, que j'ai mal vu ou que mon appareil photo aura fait ça. Là, tu vois que je suis dans les nuages ou le fumée. Puis là, regardez-moi la magnifique lumière qui allume. Juste cette vidéo-là, si la NASA aurait montré ça, aurait fait le tour des urnes, aurait fait le tour du monde. Ça, c'est définitif qu'il aurait fait le tour du monde. Alors, regardez maintenant avec un filtre inversion simple. Je ne devrais même pas me servir du mot filtre parce que c'est exactement une inversion. En place de voir la lumière illuminée blanc, vous la voyez noire. C'est quoi là que vous voyez? Là, on voit pas mal d'affaires qui arrivent en même temps. On voit un gros objet illuminé avec un petit objet à côté que je m'ai deviné que c'est son ombrage. On ne sait pas. Là, regardez, là, c'est sporadique, là. Alors, regardez comment rapidement, puis comment toutes les différentes directions d'OVNI vont dans différentes directions. Je me dépêche en plus parce que ça arrive vite, là. Il y a des lumières qui allument sur un rayon au-dessus de 400 km/h en même temps. En même temps. C'est simple, les amis. Les ovnis décollent de la surface. Quand ils décollent de la surface, ils sortent des nuages. Puis, ils n'ont pas le choix d'avoir une indication ou comme nous autres, une loi un trajet qu'il faut tout qu'ils suivent. C'est pour ça que je crois qu'il y a un corridor d'OVNI. Parce que sinon, écoute, il y aurait des accidents, des collisions. C'est incroyable d'imaginer ça. À moins que ce ne soit pas humain, à moins que ce ne soit même pas un autre, comme qu'on dit, extraterrestre, très intelligent, comme que tout le monde essaie de nous faire croire que nous autres, on est une race, on est des humains, technologie intelligent, mais tout ce qu'on trouve ancien, c'est eux autres qui étaient pas mal plus intelligents que nous autres, je crois. Fait que vous avez regardé plusieurs endroits, plusieurs moments où ce que le fumée passe. Mais là, regardez, je vais peut-être vous faire peur un peu ici. Ici, on voit 3 objets
en formation triangulaire. Ça passe devant moi, sur la surface, incognito, parce que ça passe tellement rapidement. Puis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis là, comme que Silvano et moi dit, c'est le cratère Bianchini. Si vous voyez un peu de pixelation, c'est pas grave. Vous allez pouvoir venir sur la chaîne pour la voir différemment. Là, je fais un switch d'inversion pour vous montrer que très, très près à la surface, il y a des petits objets qui sont minimes pour nous autres, impossible de voir à l'œil nu, mais possible de voir avec un appareil photo. Il y a une construction en entour des cratères gigantesques. Ils sont tous connectés. Ils ont une autre couleur. Ils ont une couleur de verdâtre. Comment est-ce que je peux dire? Un peu, si je vous dis de la vitre crue, si vous êtes familier un peu avec comment est-ce qu'on produit de la vitre, les formes de roche avant de faire ça, la couleur des cristaux, des pierres, mais c'est très reflectif qu'est-ce qu'on voit sur la surface. Mais les amis, on voit des dimensions symétriques. Autrement dit, c'est quelque chose que selon moi, puis encore, je vous dis, j'ai jamais eu la preuve, que ça pourrait être construit. Puis on sert du logique, là. C'est tout ce qu'on fait, là. Là, on est dans un endroit qui est... Écoute, le Bianchini cratère, il n'y a même pas 80 km, je crois. Fait que c'est tout petit, là. C'est moins que 150 km l'écran au complet que vous voyez. Puis, qu'est-ce que tu vois? C'est des objets à côté de l'un puis l'autre. Soyez pas déçus, les amis, puis qu'on voit rien de clair. C'est pas grave. Parce qu'on a au moins la preuve qu'il y a des objets, une à côté de l'autre. Ils vont devenir plus clairs à mesure qu'on va s'avancer avec un plus gros télescope. Puis on ne va pas aller trop vite. On ne va pas juste avoir un télescope, puis d'aller proche, on ne comprendra pas plus ce qu'on est en train de voir. En faisant, là, regardez dans le rond, vous voyez qu'au-dessus sans exagérer, 6 ou 7 objets qui sont près de l'un puis l'autre. Ils ont l'air semblables de l'un puis l'autre. Encore, ça nous montre des signes qu'il y a vraiment des affaires sur la surface de la Lune qui peut avoir été construit. Ça, c'est absolument. Là, très, très près, on voit, c'est dur à voir, mais on voit que ces objets-là ont des formes. Puis pas des formes naturelles. Ça me fait penser plus à des formes de construction qu'on peut voir. Écoute, John Lear a toujours dit, l'ancien agent, mon ami Esther maintenant aujourd'hui, il m'a dit qu'il y a du monde sur la Lune. Lui, il a la preuve par des sources. Moi, j'essaie de développer la preuve par mon télescope. Une preuve d'une source, ça va toujours rester juste une preuve d'une source, je crois. Mais pour être capable de le montrer que, regarde, oui, il y a vraiment une fumée sur la surface. Il y a peut-être raison un peu dans ce que le monde dit quand ils disent que la Lune a une atmosphère plus élevée qu'ils nous ont dit. Je ne peux pas rien voir d'autre, là. Là, rajoute des objets comme ça qui se promènent au-dessus. C'est-tu magnifique, les amis? Moi, ça me fait penser des genres de petits fantômes. Je ne sais vraiment pas c'est quoi. Des genres de petites créatures, comme vous avez vu dans l'émission Apollo, STS-85, je crois, le Tether, incident Tether. Là, vous voyez un cratère triangulaire, puis je vous assure, elle est parfaitement triangulaire. Donc, sur ma chaîne, vous allez le voir à un moment donné, à force de venir. Puis, alentour, il y a un octogonal, genre peut-être comme un signe d'arrêt, la forme d'un signe d'arrêt. Fait que, probablement construit. Alors, regarde cette lumière-là, qui vient d'apparaître, elle allume, elle éteint, elle allume, elle éteint. On va exclure immédiatement, regarde, vous voyez là, que c'est un satellite. Exclue ça immédiatement. Moi, je ne crois pas que je suis capable de voir la forme d'un satellite. Pourquoi? À cause de l'optique d'un appareil photo, à cause de l'optique d'un télescope, on a des limites. C'est sûr qu'on va avoir des limites. C'est ça les limitations que vous voyez présentement, c'est qu'on voit un peu de pixelation. Ce n'est pas toujours plaisant parce que je suis à ou près de mon maximum optique. Mais ce n'est pas grave, on est capable de voir quand même
une clarité. Là, lui, il vient de se cacher dans un cratère. Là. Je ne sais pas si vous vous inquiétez, là, mais moi, ça m'inquiète. Puis des couleurs comme cet ovni-là, bleu. Fait que là, il y a plusieurs différentes sortes d'ovnis que je suis en train de voir. Puis je me suis rendu compte que je vois quasiment jamais la même forme. Fait que j'essaie de distinguer, est-ce que c'est de la poussière que je vois? Ça se peut. Ça me surprendrait bien gros. Parce que c'est une lumière électrique. L'univers électrique. Puis là, on voit la lumière encore s'élever de la surface. Là, regarde, là, on le voit tranquillement. Regardez la forme. Il y a une forme de lumière qui est mise chaque côté d'un objet qui lève. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Là, il a clairé. T'as-tu vu le changement de couleur? À cause qu'il va de blanc, je vais te dire, il va de blanc à bleu. Le blanc, c'est toute la fumée, les poussières, la brume qui est alentour de cet ovni-là. Puis, les lumières, on peut les voir aussi en même temps à cause de cette brume-là. Ça nous cache la brume, mais ça nous montre aussi. Qu'est-ce que tu viens de voir passer? C'est qu'est-ce que moi, je crois être un ovni qui est entre la Terre et la Lune. Alors, regarde la grosseur, là. Puis je ne suis pas zoomé du tout, là. Ça l'a passé devant moi. Satellite, ça peut être un satellite. Mais la grosseur des satellites, les amis, on le sait, ils ont une couple de centaines de pieds. Même pas. Ça me surprendrait que je sois capable de voir ça. Le cratère Archimedes, le cratère Archimède, je l'ai eu. J'espère. On voit très comme il faut. Regardez à l'intérieur. Ça, c'est le premier cratère où j'ai vu qu'il y avait un objet à l'intérieur. C'est incroyable de voir un objet à l'intérieur. Puis là, je regarde, puis je dis, attends une minute, comment ça qu'il y a de l'air, ouais, de la brume sur la surface? Puis là, 1 plus 1, ça a toujours été 2 pour moi. Fait que je me suis dit, aïe aïe, il y a une poussière où il y a des nuages, puis qu'on ne voit pas la surface, puis que ces ovnis-là sont en train de se promener en dessous d'une couche de nuages, puis sont en train de vivre leur vie ou de faire ce qu'ils font. Ça fait des années, on n'a aucune idée, ça peut faire des milliers d'années. Peut-être on vient de là, hein? Je ne sais pas. Moi, je suis complètement ouvert. Hein? Je reste ouvert à mon pensée à ça. Puis j'essaie pas de faire du jugement tout de suite. On n'a aucune idée qu'est-ce qu'on peut voir là. C'est quelque chose d'autre. Hein? Écoute, ça fait depuis l'invention quasiment, et même avant, de la lunette de Galilée, qu'on observe des phénomènes transitoires lunaires, ces fameuses lumières, hein, de partout. Et ces phénomènes transitoires lunaires sont observés depuis longtemps. Il y avait des catalogues avant. Il y a même la NASA qui avait édité un petit catalogue. Et tout ce qu'on sait, c'est que la majorité des observations de ces phénomènes transitoires sont effectivement dans les cratères lunaires. Et ce n'est pas un hasard, à mon avis, ça a une cause, ça a une relation de cause à effet. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? On le verra plus tard. Mais en tout cas, tes captures sont stupéfiantes, hein, puisqu'on en parle souvent. J'en ai parlé beaucoup, hein, de ces phénomènes transitoires lunaires. Et là, avec toi, on en a vu tout plein. C'est super. Moi, je suis tellement content d'avoir connecté avec toi pour qu'on puisse faire ça plusieurs fois. Tu sais, mais que j'ai des affaires que je vais trouver sur la Lune, Sylvano, ça va me faire plaisir de t'envoyer des photos, pour vous tenir au courant en même temps des trouvailles. Je sais que vous êtes au courant. On suit toutes les nouvelles, mais des fois, il y a des affaires qui arrivent, des événements sur des chaînes que si vous n'êtes pas au courant, mais ça va me faire plaisir de vous montrer ça. Il faudrait qu'on fasse d'autres entrevues, bien sûr. Ce n'est que la première émission, cher Rose, parce que nous avons plein de sujets à aborder sur la Lune. Et puis en plus, j'ai vu que tu avais réussi zoomé sur des avions pour les chemtrails, mais ça, on parlera de ça plus tard. Ah oui, puis je continue à filmer. Parce que l'été, ça vient, il y en a beaucoup ici. Les chemtrails, là, fait que là, ça commence. Quand j'ai le temps, je sors dehors avec mon appareil. Là. Ça ne m'enlève pas du temps pour ma Lune, parce que ma Lune, c'est vraiment ma drogue. C'est vraiment ma drogue. Et donc là, on va passer à une autre vidéo où je crois que tu fais un zoom énorme dans le cratère Bianchini. On passe devant le cratère plateau. Regardez à droite, il y a un rond.
un petit noirceur. Regardez à gauche, c'est la même noirceur. Voyez-vous la différence de l'élévation? Regardez à droite, la ligne noire. OK, ben, c'est pas grave. À gauche ici, vous voyez que le cratère plateau est près de cette ligne-là que vous voyez. Là, je pointe une ligne qui montre ces structures ou objets-là élevés à cause de la ligne terminateur. Puis là, je ne sais pas si ici, vous le voyez bien, mais il y a un secret magnifique qu'on voit sur la surface de la Lune. Puis ici, il y a plusieurs affaires qu'on voit, les amis. On voit, oh mon Dieu, tu vois-tu les élévations, différentes élévations? Tu vois-tu comment est-ce que ça descend ou est-ce que c'est noir? La surface est aucunement plat. Il n'y a pas de l'air plat. Puis tu vois comme un genre de, on va juste dire tunnel ou ligne, connexion qui passe dans les airs, les amis. C'est pas sur la surface. On sait que le ejecta, ça flotte pas, là. Puis c'est connecté à une autre élévation, genre de tuyau, si tu veux. Peut-être c'est du liquide qui peut être là-dedans. Ça peut être naturel. Moi, je ne crois pas. Puis il y en a partout. Mais écoutez, le secret, le grand secret, mais je vous le dis, là, je vous en dis beaucoup, là, c'est que les objets sur la surface ont la même réflectivité que la surface. Fait que les objets et la surface sont durs à distinguer la différence. À cause que ça a la même couleur ou réflectivité. Fait que là, rajoute une fumée au-dessus de ça. Ton œil et les appareils photo ne seront pas portés à zoomer ou à attraper ces objets-là. Il faut vraiment que tu sois proche. Puis quand tu testes avec ton appareil photo et que tu zoomes plus près, bien là, ton appareil photo commence à agir très différemment. Il commence à zoner, il commence à ramasser des objets plus petits sur la surface. Puis là, qu'est-ce qui va arriver si les gros objets vont devenir flous? Là, tu vois des objets à gauche dans le rond, naturel ou non, c'est juste pour vous montrer que c'est dur à voir la différence à cause du réflectivité. C'est pareil, c'est dur à distinguer la différence là. Fait qu'on a des objets comme ça qui se rendent de cratère à cratère, puis c'est plusieurs endroits sur la Lune. Je te dirais pratiquement partout sur la Lune. Moi, je le vois sur le long de la ligne noire, ça m'aide à le voir. Alors, regarde là, je suis en train de pointer ici sur l'objet, comment est-ce qu'il est assis sur la surface. Écoutez, c'est un objet qui est gigantesque, qui aurait au moins 7, 8, peut-être 9, 10, 7 à 8 km de long, ou de 1000, excuse-moi, de long. Mais c'est quoi? Fait que ces objets-là, qui sont gros comme ça, ne sont pas juste assis sur la surface. Moi, je suis capable de voir qu'il y a des connexions. Je suis capable de voir que certains ont de l'air à être assis sur des gigantesques poutres ou des massifs piliers, si vous voulez. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Il faut que ça tienne par une manière, là. Puis là, est-ce que vous voyez que la surface de la Lune a attrapé la picote, si tu veux qu'on dise? Voyez-vous tous les petits points noirs, les petits points blancs partout, pareil comme s'il y avait des petits œufs sur la surface. Ça, c'est des objets qui apparaissent quand on se rapproche. Plus en plus qu'on se rapproche, plus en plus qu'on voit qu'il y a des connexions, comme que je montre là, puis qu'on voit des petits objets. Mais ces petits objets-là, ils ont 1000 de large ou de long au moins. Puis ça, je me fie à cause de ce que mon télescope est capable de me montrer. Je ne peux pas voir quelque chose en bas d'un quart de mille de long, mais je suis capable de voir quelque chose d'un demi-mille de long. Tu sais, c'est ça qui est la différence, en ralentissant l'image. Là, il y a vraiment des morceaux ici, là. C'est incroyable, là. Puis, c'est une connexion que, voyez-vous, regarde le cratère, vous voyez qu'on peut voir comme à l'intérieur du cratère. Ça, c'est à cause que j'ai fait une inversion. Un télescope nous montre des cratères, vous allez me comprendre. C'est comme des petits champignons, comme des maisons de schtroumpfs, si vous voulez. Là. On voit qu'ils ont des capots au-dessus des cratères. Ici, formidable qu'on voit le surface. En bas à droite, j'ai une flèche, là. Puis je montre plusieurs lignes ou objets qui se rejoignent. Des lumières à l'intérieur d'une noirceur. C'est une connexion. Regardez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas juste un objet, un à côté de l'autre. C'est beaucoup d'objets, un à côté de l'autre. Puis ils sont connectés ensemble.
Puis ils ont différentes couleurs, ils ont des couleurs uniques, eux autres mêmes. Dur à voir, on voit à l'intérieur des cratères, genre de murs, si tu veux, qui longent, qui suivent ensemble. Encore impossible, ça ne peut pas être naturel, ça n'a pas de l'air naturel. Alors, regardez la magnifique couleur ici, là. Là, ajustez vos yeux, là. En bas, là, vous regardez un cratère, il y a un gigantesque objet qui monte puis qui descend comme une trompette, carrément, là, vous le voyez, là. Ça sort, c'est élevé sur la surface, puis la plupart des cratères ont des objets comme ça. Oh, ici, ça paraît, les amis. Regarde, on le voit plus clairement. Fait que imagine, c'est quasiment la même image. Alors, regardez une à côté de l'autre, les lignes. Non, ce n'est pas de pixelation, je vous assure. C'est en dessous aussi de la fumée, parce que tuyau ou non, que ce soit des tuyaux ou non, on voit une autre ligne qui passe de travers à 90 degrés parfaitement. Regarde ici, là. On voit peut-être mal, là, mais vous n'êtes pas fou, là. On voit très bien que c'est des lignes qui sortent de noirceur ou des cratères. Peu importe d'où ils vont, on n'a aucune idée. Mais selon moi, ça peut être n'importe quoi, par des liquides. Regarde celle-là, là, en haut, là, avec les flèches. Sur un carré. C'est un carré qui est là, mais on ne voit pas à cause des nuages. Naturels ou non. Peut-être une poussière qui font ou une fumée exprès pour pas qu'on voit. Des cratères carrés. Ce qui veut dire des cratères, plusieurs cratères qui sont construits de plusieurs morceaux qui sont ensemble comme des blocs de Lego. Ici, en ligne, chaque côté, il y a des objets en ligne qui partent de ce cratère-là qui a de l'air d'être des blocs de Lego. Tuyaux, tunnels, peu importe ce que ça peut être ici, cassé, frais construit, je ne le sais pas. On voit des connexions un peu partout, on voit des objets qui sont mal placés, on dirait qu'ils ont été mis là ou construits là. Ça n'a pas de sens pour les voir de même, là. Et tu vois là, toute la couleur. Voyez-vous le vert, le couleur vert? Ça, c'est les supposés objets sur la surface. Ils ont cette couleur-là. Ils ont une couleur de, si je peux dire, peut-être de la vitre. Quand ils produisent la vitre, quand elle est crue, elle n'est pas pareille. Elle est pas, on ne va pas à travers raw glass en anglais. Opaque. Et voilà. Et voilà. Puis la couleur verte qui est sur la surface, que tu vois, c'est ça que moi, je trouve qui ressemble à des objets. Fait que moi, je n'ai pas vu cette couleur-là, Sylvano, avant. Fait que chaque objet que je montrais, quand je faisais l'inversion, je ne comprenais pas pourquoi, ou ce que je trouvais que ça avait de l'air des structures, que l'inversion fait que toutes ces formes-là deviennent vertes en couleur. Mais ça prouve à moi qu'il y a une manipulation sur la surface, puis la caméra me montre une couleur de ces structures-là parce que ce n'est pas naturel. Si ce n'est pas naturel sur la surface, la caméra va ramasser une couleur ou un nuage ou une lueur ou quelque chose de différent. Je ne sais pas. Alors, tu as beaucoup parlé de lignes. On a vu ces fameuses lignes. Oui. Je vais te montrer une photo. Alors là, sur cette photo, c'est une théorie de, je vais présenter après, José Frendelwell. Donc là, on dirait ce qui s'appelle de l'énergie scalaire, de l'énergie électromagnétique scalaire. Oui. On peut la voir dans certaines conditions, effectivement, quand il y a un temps avec des petits nuages, des petits cirrus, dans certaines conditions donc météorologiques spécifiques, temps calme, présence de cirrus. Le faisceau d'ondes stationnaire ou électromagnétique scalaire peut modeler une nappe de cirrus. Donc, dans le cas, là, au niveau du faisceau scalaire, les cirrus, tu vois, présentent des densités soit parallèles, comme sur ta Lune, rectilignes, ou là, évidemment, comme on est sur Terre, en petit arc de cercle. Tu vois que ça fait un angle aigu entre ceux du haut et ceux qui viennent au fond de la photo. Ça a l'air quasiment d'une surface, hein, Sylvano, quand tu le regardes comme ça, ça a l'air quasiment d'une surface avec plusieurs élévations. Parce que ces nuages-là, on peut les voir aussi sur la Lune. Fait que si tu fais une comparaison, pour regarder puis je suis tout juste en train de faire ça, c'est que ça, quand on regarde des nuages sur la Terre ou des images qui ont été prises par des avions très élevés de 100 000 pieds dans les airs, là,
ben, on peut voir des similarités avec la Lune. Beaucoup de similarités. Alors, c'est cet auteur, hein, c'est José van Delvel, L'or des étoiles, nouveau regard sur le système solaire. Et lui émet l'hypothèse que ça pourrait être un système de régulation de température. Lui émet l'hypothèse que la température sur la Lune, elle est agréable et que justement, il y a une technologie qui permet, quand il y a la face au chaud, de transmettre la chaleur au frais et vice-versa. Très intéressant, par exemple. Ça, c'est très intéressant. Je trouve que c'est du monde. Moi, je trouve ça intelligent de penser à ces affaires-là parce que j'imagine, à force, même autant toi, à force de faire des recherches, professionnelles ou non, on est capable de voir que c'est une possibilité. Moi je crois ça bien gros. Genre de camouflage ou de création qui a été créée par un bang qui a fait qu'elle continue naturellement à produire, mais ça n'a pas été créé naturellement. Fait que des fois, je crois qu'on peut voir des événements dans le ciel. Ah, c'est naturel. Oui, c'est naturel. Mais ça n'a peut-être pas été commencé naturellement. Il y a peut-être tu sais, des petites recettes, là. Merlin, je ne sais pas, des sorciers. Moi, ça me fascine. Ça me fascine comment est-ce qu'on peut être dans un monde. On est comme dans un snowball, là. Un cristal, une boule de cristal qu'on ne voit pas nous autres mêmes en dehors. Là. C'est illuminé tout le tour de nous autres. On est pris là. Et surtout, on ne veut pas nous montrer la Lune. C'est surtout ça. Puisque on ne nous montre aucune image. En 1994, la NASA a fait semblant d'envoyer une sonde qui s'appelle la sonde Clémentine. Alors d'abord, je vais te raconter une petite histoire. La NASA, soi-disant après ses missions Apollo, aurait laissé sur place, sur la Lune, des laboratoires équipés de moteurs au plutonium. Tu sais, un peu comme sur les moteurs au plutonium, qui équipent les sondes Voyager qui sont maintenant aux confins de l'espace. À ce propos, au début de l'émission, j'ai fait une boulette, je m'en rends compte maintenant, en parlant d'Ingo One, ce n'était pas les sondes Pioneer, c'était les sondes Voyager. Et donc, en 1977, la NASA a annoncé que ces laboratoires avaient été désactivés car il n'y avait plus rien à apprendre de la Lune. En effet, il y a si peu à apprendre de la Lune qu'en 1994, ils redépensent des centaines de millions de dollars pour envoyer cette fameuse sonde Clémentine sur la Lune. Ouais. Censé nous donner des images en couleur, haute définition de la Lune. Alors maintenant, je vais vous montrer des photos qui ont été prises par Lunar Orbiter en 1966. Ça, c'est des photos de Lunar Orbiter. OK? Ouais. Il devait être cassé parce qu'il est loin, je trouve. Oh, il est à 40 km. Maintenant, je vais vous montrer une photo prise 30 ans plus tard, soi-disant haute définition, par la sonde Clémentine. Et ça, c'est un assemblage de 12 photos haute définition. Ouais. Hein? On préférait le Lunar Orbiter, on est d'accord? Ben oui, certain, hein? Comment la sonde Clémentine a pu, 30 ans après les Lunar Orbiter, nous offrir des photos de la Lune de moins bonne résolution que les Lunar Orbiter, pour faire comme s'ils voulaient, la NASA avait besoin de faire une énième démonstration de la Lune morte. Tu vois? Même les photos des sondes martiennes sont de bien meilleure qualité que celles qu'a envoyées Clémentine. En plus, tu vas sur le site de la sonde Clémentine, elle aurait pris 1 800 000 photos. C'est en plein, ça. Ouais. Et bien, parmi ces 1 800 000 photos, la moitié sont noires, blanches, grises. T'aurais-tu pris 1 million de photos, toi? Avec, si t'aurais vu le premier comme ça? J'aurais pris une couple, là, mais j'aurais jamais. Ouais. Donc, tu vois, il y a bien quelque chose. Allez, on va continuer avec tes vidéos. Je crois qu'on va aller, je ne sais plus où on va, mais on y va. De toute façon, tu connais tout. Et par contre, toi, tu connais tout par cœur. Quoi. Je te montre une vidéo. Tu sais le nom du cratère, tu sais. Oui, je l'ai appris, oui. Pour être capable de, justement, pour être capable de parler.
ça, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que quand j'ai commencé à montrer des affaires sur la Lune, puis que je ne connaissais pas les cratères. Fait que quand quelqu'un me demandait où est-ce que c'était, ben, j'ai dit sur la Lune ou à côté de telle planète. Il a fallu que j'apprenne les noms en détail, les cratères, le A, le B, le C, puis Fait que non, ça l'aide aussi pour expliquer au moins avec la vidéo. Ouais, mais tu les reconnais tout de suite, quoi. C'est juste un truc de fou, quoi. Oui, je les reconnais. À force de les regarder, j'imagine, même à cette heure, je peux te dire que je regarde des vidéos puis que la plupart du monde qui disent qu'un cratère est un cratère, c'est jamais le bon cratère. Souvent, le monde, il se trompe de cratère. Je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y a des cratères sur la Lune, là, ils ont tous des jumeaux. Il y en a qui c'est un cratère, à côté, ils sont tous pareils. Il y a plusieurs cratères identiques sur la Lune. Ça, c'est exceptionnel. On est au cratère Copernicus. Puis en haut à gauche, que tu vois, c'est vraiment le cratère. Puis dans le bas, une espèce d'objet qui a une ligne ou une connexion qui va à cet objet que tu vois là en bas à gauche. Et aussi dans le centre, c'est vraiment des objets, puis qu'on les voit très clairement que c'est des objets. Ça, c'est facile à distinguer. Regardez en bas, les deux lignes blanches, les deux aiguilles, excuse-moi, les deux flèches jaunes puis les deux flèches blanches, c'est deux lignes qui se croisent sur la surface, donc je ne sais pas que c'est quoi. Source de lumière, fait que connexion, source de lumière, un gros objet, des objets qui ont l'air, ils peuvent être des bâtisses. Je ne dis pas que ça a toujours l'air des bâtisses, mais ça peut être des bâtisses. Ça peut être de la machinerie aussi. Des tuyaux continuellement en 90 degrés, des connexions parfaites, que tu vois des sources de lumière. Les deux flèches bleues, c'est dur à voir, mais je le vois quand même, qu'il y a une autre ligne qui va là, qui va se rendre à l'autre. J'essaie de montrer au monde qu'il n'y a pas juste une ligne à terre. 1, 2, 3, j'ai vu jusqu'à 12 lignes simultanément, une à côté de l'autre. Là, tu viens de voir une cassure qu'on a montrée. Fait que, comme on a vu ici tantôt, quand on a parlé de la Lune, on va le voir un peu différemment, peut-être un peu plus éloigné. Fait que si on serait dans un vaisseau spatial et qu'on décollerait de la Terre, moi, je crois que la Terre, c'est ça qu'on verrait. On verrait sûrement ces petits mouvements de lumière-là que tu vois sur la surface. On le sait, on le voit dans des vidéos Ah, regarde, là, je l'ai enlevé, la fameuse lumière jaune. Fait que, pour vous montrer c'est quoi la différence, j'ai vraiment pas fait aucune manipulation. Mais tu vois-tu avec la lumière jaune, comment est-ce qu'on peut voir un peu plus de détails? Moi, c'est ça que j'ai commencé quand j'ai commencé à faire mes recherches. C'était vraiment de trouver une manière de montrer des détails sur la surface sans avoir de problème. On voit ici la Lune, on est très, très près de la Lune, puis on voit que sur la surface, il y a des lumières. Puis là, je viens de reconnaître, si je ne me trompe pas, c'est Aristarchus Crater. Peut-être que je me trompe, mais ça peut être Aristarchus. Vous voyez, regarde là. Moi, je le vois, c'est des flashs de lumière. Il y a des flashs gigantesques qui se promènent et qui arrivent sur la surface. Des fois, c'est pas grand-chose, Sylvano, qui vont me dire, mais c'est beaucoup parce qu'on ne les voit pas d'habitude. Là, on est pressé à l'intérieur du cratère Aristarchus. Puis, on voit encore des lumières, des flashs qui sont encore en train d'arriver dans le centre. Puis pourquoi qu'on ne les voit pas aussi bien que je l'ai montré au début du vidéo? Parce que je suis en train encore de faire mon procédure, la même chose avec mon nouveau télescope que j'ai fait avec mon 4 pouces. Fait que à l'ombre, ça va venir de plus en plus clair, toujours sans manipuler. Si j'essaie pas de manipuler, j'essaie de montrer naturel, mais qu'on voit en même temps. J'essaie d'éliminer la fameuse atmosphère entre nous autres et la Lune. Là. Parce que là, vous regardez, c'est exceptionnel. Regarde, il est là, le Aristarchus Crater en haut à droite. À gauche, des connexions. Là, ici, c'est le plateau Aristarchus. Puis c'est là que nous sommes exactement. Si vous voulez aller voir le plateau ou le cratère Aristarchus, en regardant alentour, il n'y a rien. Il y a de l'air à voir rien. Mais si vous prenez le temps de forcer vos yeux, puis faites-le, s'il te plaît, même si ce n'est pas plaisant. Regardez, puis vous allez voir que les objets sont vraiment là, sont juste vraiment durs à distinguer. Oh, Apollo 11. Où est-ce qu'on atterrit? Le Mare Imbrium.
on voit carrément un objet en forme triangulaire. Je ne te dis pas que c'est un triangle. Puis, oublions pas que nous voyons des objets élevés couchés à terre à cause du 1% de parallaxe qu'on voit, à cause que la Lune est en mouvement. On peut voir des statues ou des gigantesques objets couchés à terre, fait qu'on ne les verra pas. Ça, ben, on attaque la ligne arrive. Quand la ligne noire arrive proche de ce que tu veux voir, ça va vous le montrer. Ici, là, j'essaie de toujours montrer les lignes qu'on voit alentour, comme tu as dit, ben fait, tantôt, tu as dit, le couronne, tout le blanc, le supposé ejecta, qui était tout coulé après l'impact. Comment est-ce que ça peut couler en ligne droite pour au-dessus, puis je vous le dis, j'ambitionne pas là, au-dessus de 1300 km. C'est le plus long ligne d'éjecta que j'ai vu. Faites des comparaisons ici sur la Terre, puis si je ne me trompe pas, les volcans, ça ne reste pas en ligne droite pour 2000 km. Impossible. Ça se promène à gauche et à droite. Ça fait des différentes flots, si on veut, des trajets. T'sais? Fait que puis je me sers du common sense, là. C'est le logique. Je ne suis pas un génie, mais je suis capable de prouver certaines affaires en me servant tout simplement de la logique. T'sais? Ils ont fait une belle histoire d'essayer de tout cacher pour certaines affaires, puis ça se voit, là. Mais il y a des affaires qui sont en train de changer, Sylvano, hein? Parce qu'ils changent les. Je pense qu'à tous les 60 ans, ils doivent rajouter le quoi, puis d'enlever quelque chose. Parce que c'est ça que je vois. Il y a des affaires qui ne coïncident pas aujourd'hui avec ce que la NASA, eux autres même, ils ont dit dans le passé. Fait que là, comment ça que la NASA se dédie, là? Fait que là, on voit qu'il y a un cover-up, peut-être, quelque chose, hein? Non, ben, je suis sûr. Hein, de toute façon, j'ai démontré que la NASA disait des choses avant l'émission Apollo, des choses pendant, et maintenant, il redit la même chose qu'elle disait avant, quoi. Donc, Exactement. Fait que quelqu'un qui les suit, comme moi, plutôt, qui écoute ce qu'ils disent accumulé sur des années et des années, tu viens qu'on entend des. Peut-être pas mentir, mais on entend des petites erreurs qu'ils peuvent dire. Ils se dédisent eux autres mêmes, on dirait. Exactement. Donc là, tu vas forcer la pixelisation et tu vas nous expliquer pourquoi tu forces la pixelisation et qu'est-ce que tu veux nous montrer. Bon, ici, je vous montre que c'est Sinus Iridum, c'est le montagne du Sinus Iridum. Moi, je veux vous faire comprendre que la surface, puis les montagnes, puis tout ce qu'ils disent qui est naturel sur la surface, comme vous voyez le genre de tuyau, là, on voit des connexions, des lignes, puis des objets qui sont une par-dessus l'autre. On dirait une genre de glissade ou de moquette qui a été créée, même d'un programme. Je vous comprends, là. Mais ça, là, c'est la surface. C'est comment est-ce que les montagnes sont créées. Il y a des objets fictifs ou créés ou construits dans les montagnes qui sont faits pour être cachés puis de blender, genre pour mélanger sans se faire voir, remarquez, là. Là, rajoute des lumières comme ça qui se promènent là, sur la surface, puis celle-là, c'est une grosseur pas rien qu'à peu près. Fait que là, on est très, très près de la surface. Bianchini Crater, le cratère Bianchini, qui est en haut puis à gauche des deux frames. À droite, une couple de kilomètres, pas trop loin, tu as un objet massif qui longe Bianchini Crater, le cratère Bianchini. Puis là, je vais vous dire de regarder ici, 237 000 pieds carrés, 410 km par 265 km, ce qui consiste de Sinus Iridum. Regardez les objets en bas, comment est-ce que c'est formé, comment est-ce que c'est caché. Pourquoi qu'on voit une ligne, des fois c'est noir, pourquoi qu'on voit un forme différent un à côté de l'autre? Pourquoi que la montagne n'est pas toute blanche? Pourquoi que la montagne n'est pas toute noire? Pourquoi il y a différents objets dans les montagnes? Regardez ici, là. Là, vous êtes en train de regarder une brume sur la surface. Moi, je suis fier de dire que ce n'est pas de la pixelation. Ça serait nono, selon moi, de penser que ça peut être une pixelation parce que il n'y en a pas sur l'image. Pixelation, moi, j'ai appris que c'est par-dessus l'image. Là, n'oublie pas, là, on peut en avoir ici un peu. C'est dur à comprendre, hein? On peut en avoir pixelation à cause que là, on est en train de faire une conférence, moi puis toi. Ça paraît un peu au-dessus de l'image, mais quand même, c'est des morceaux, c'est des objets qu'on voit sur la surface.
La meilleure place où j'ai prouvé ça, Sylvano, c'était le Mare Crisium. Moi, je suggère tout le monde avec un télescope, votre preuve est là. Va voir le Mare Crisium sans aucun filtre, puis la surface est complètement comme ça. Parce que complètement. Même si tu pixelises au maximum, même si tu zoomes au maximum, tu ne vois pas ça partout. Non, absolument pas. Voilà. Puis là, la surface, c'est parce que, dis-toi que quand je recule juste ici, ça fait comme un film à terre, comme tout est ensemble, à cause des nuages. Moi, c'est ça, tu sais, tu t'en vas au-dessus des nuages, tu regardes un forêt où il y a des nuages au-dessus. Un avion ne peut pas atterrir à moins qu'il descende en bas des nuages, il ne voit rien. Puis c'est la même chose sur la Lune, on est en train de regarder des naturels ou non, je ne sais pas, une accumulation de plusieurs objets, plusieurs affaires, des nuages, des poussières. Ça ne peut pas être naturel parce que pour que jouer une poussière sur la Lune, il faudrait que ça soit une méchante poussière. C'est ça, c'est de. Tu sais, un nuage, gros comme un nuage, OK, peut-être. Pourquoi qu'on louait les élévations là? Puis qu'est-ce qui est dur, c'est que vu que ça a la même couleur ou ça a la même réflectivité, ça n'attire pas l'œil. Regardez ici, c'est la même chose qu'on vient de voir à Bianchini Crater, mais regardez comment c'est beaucoup plus clair. Et tu vois que l'image n'est pas différente. Là. Elle est plus claire, tout simplement. C'est pas trafiqué, là. C'est tout connecté. Puis regarde les petites constructions, vert encore. Je vous le dis, là, une inversion, ça montre que tout ce que moi je crois est une structure construite, elle a une couleur à part de la surface de la Lune. Ça aussi, là, les amis, là, moi, ça me fascine, ça. Que tout ce que je trouve qui a de l'air construit, elle a une autre couleur. Pourquoi? Tu sais, tu te demandes. Fait que là, j'ai fait une inversion. J'ai réinversé qu'est-ce qu'on vient de voir pour voir un autre, pas perspective, un autre, autrement dit, tous les objets que tu as vus qui sont foncés, sont devenus clairs. Puis après ça, je fais un switch. Je fais toujours le switch pour montrer que où est-ce que c'est blanc, on peut le voir en baissant l'intensité, mais après ça, il y a un autre côté qu'on ne voit plus. Comme ici, les structures là, qui sont élevées à côté de Bianchini, le cratère Bianchini. Mais c'est quoi les lignes à droite, comme ça, des longues routes, ou je ne sais pas ce que c'est, des bâtisses, mais c'est direct. Il y a un carré là, à droite que tu vois. Carrément un carré à terre. Mais, puis quand tu vois toutes les bosses à terre comme ça, c'est ça que personne montre. Personne. Puis quand tu vas bien proche, mais malheureusement, je vous le dis, c'est juste ça que tu vas voir. C'est juste des petites bosses partout. Ici, aucun filtre, Bianchini Crater. À l'est de Bianchini Crater, on parle de 20 km maximum. On voit le fameux à gauche supposé genre de pont ou de un traversier. Je ne sais pas que ça peut être. C'est sur la surface. Puis moi, je pensais que c'était ça les objets avant. Tous les objets blancs que tu vois, là, élevés, je pensais que c'était ça, les objets. Puis là, je vois que sur ces objets-là, il y a des objets encore plus petits. Puis ces objets plus petits-là qui montrent, comme que tu vois à gauche, comme ici, que les objets sont connectés. Certaines manières qu'on peut voir qu'on voit des genres de ponts ou de lignes qui peuvent les connecter. Que ce soit, regarde là, ici j'en montre, là, on le voit mal à cause de la pixelation ici. Mais il y a des lignes aussi à Aristarchus Crater, là, qui passent au-dessus du cratère. Il y en a 4, les amis. Vous allez penser que je suis malade, là, mais il y en a 4. Il y a 4 lignes qui passent. C'est ça que je voulais montrer? Oui, absolument. Je sais que c'est quand même un peu dur à voir, mais ces lignes-là sont là. Puis si je retourne le mois prochain pour le faire, elle est encore aussi embrouillée, mais les lignes sont encore là. On voit encore. Puis des fois, c'est plus facile à voir, des fois, c'est plus dur à voir. Vous savez, comme là ici, avec un peu de pixelation au-dessus, c'est pas dur de distinguer la différence. La différence, c'est qu'une pixelation, ça va causer, comme ça ici, on va avoir un peu de misère, mettons, on voit la surface, mais on voit que la pixelation est au-dessus d'une surface avec des objets. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. On le voit un peu mieux là aussi.
Il y a quelque chose juste dans le bas de Aristarchus, le cratère Aristarchus, qui nous montre que c'est un objet naturel ou non, c'est juste qu'un objet. Dans le centre, ici, c'est fantastique. Un sphère rond, pareil comme, je ne sais pas, une boule qui atterrit ou quelque chose ou qui a toujours été là, ou c'est la lumière. Là, peut-être tout ce que je viens d'avoir la flèche, c'est rond, c'est comme une sphère sur la surface, mais tu vois une accumulation des centaines et des centaines et des centaines d'objets. Ici, c'est le Aristarchus. Là. Puis, on regarde les lumières, mais à l'entour du cratère, là, il y a des lignes qui se rendent. Là. Il y a des... Moi, ici, pourquoi que je l'ai montré comme ça, c'est que je veux que vous voyez, en le regardant bas, en 45 degrés, que Aristarchus a vraiment une élévation. Quand tu regardes les cratères, là, on ne dirait pas qu'ils ont des murs ou des élévations très, très hautes. Encore, je ne peux pas le mentionner assez souvent, le parallaxe, cette fameuse illusion d'optique qui nous donne un effet, à cause que la Lune est en mouvement, que les objets sont écrasés sur la surface. Ça, il a fallu que je l'apprenne, ça. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne savais pas comment expliquer à mes amis, à vous autres, à tout le monde, pourquoi qu'on voit des fois quelque chose qui a de l'air élevé, et des fois, on dirait qu'il est couché. Puis là, la ligne terminateur se promène. Une interaction du soleil, OK, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident quand tu la regardes, tu essaies de prouver ça. Puis là, le monde lance plein d'autres théories avec tout ça. Puis ça peut être n'importe quoi. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas été mentionné, qu'on voit sur la surface qu'il y a là. T'sais, même si on ne sait pas c'est qui, même si on ne sait pas c'est quoi, c'est pas normal qu'il y ait des lumières, puis des étincelles comme ça, puis des vraies flammes sur la surface de la Lune, des poussières, des brumes, comme tu as dit, c'est les phénomènes phénomène transitoire lunaire, oui. Transitoire lunaire, exactement. Comme que c'est facile de dire ça. La NASA, ils ont dit ça. Bon, ben, c'est qu'est-ce qui arrive à côté de plateau? Comment ça, la NASA, qui a des lumières comme ça? Ah, c'est normal. C'est un effet, un phénomène. Ben, phénomène, ça veut dire que nous ne savons pas qu'est-ce que c'est ou vous nous le dirons pas. On ne te le dira pas. C'est ça qu'eux autres, ils ne nous le diront pas. Hein? Moi, tout ce que je vois en regardant tes vidéos, et franchement, abonnez-vous pour la chaîne de Bruce parce que il y en a plus de 1000 des vidéos et vous allez vous régaler, même si vous ne comprenez pas l'anglais, parce que dans ces vidéos, il est en anglais. Peu importe, c'est pas grave. Les images, il y en a beaucoup. Là, je fais une infime sélection, parce qu'on ne peut pas faire une émission de 1800 heures. Non, c'est parfait, c'est ça, exactement. Comme tu as dit, tu as mentionné, là, vu qu'on se parle, même s'ils ne savent pas exactement ce que je fais dans des vidéos, ils vont le savoir que je suis en train d'observer des objets connus sur la surface. C'est pour ça que je voulais avoir notre lien, ce lien-là, pour que le monde comprenne un peu plus. C'est super. Après, que dans certaines vidéos, il y a un peu trop de pixelisation, dans d'autres, il y a une poussière, je veux bien, qui arrive, dans une autre, un rayon de soleil. Dans la masse, c'est juste impossible. Quoi. Parce que si ce phénomène de pixelisation était quelque chose de son appareil, ça le ferait à gauche, à droite, devant, derrière, n'importe où. Ça le fait qu'à des endroits bien précis, d'accord? Donc ça veut dire que c'est pas son appareil, c'est pas le fait d'avoir pixelisé. Moi, je zoome sur un endroit et puis ça me fait des pixels tout droit. Je dis, ah bon, c'est mon appareil. Si je zoome à un autre endroit, ça me le fait pas. Et ça, tout de suite, c'est mon appareil. Et donc, vous allez voir en regardant les vidéos de Bruce que la Lune, elle n'est pas morte. Non, elle est très active. Elle est vivante, moi, je crois. T'sais, peu importe qui est là, on ne sait pas si c'est quelqu'un là qu'on connaît. Puis, je pense que le monde s'acharne beaucoup, se casse un peu la tête pour tout ça. Tu sais, on veut savoir c'est qui est là, on veut savoir qui a mis les affaires là. Moi, je veux pas savoir ça. Moi, je veux m'asseoir puis d'observer. Si les autres nous observent depuis des milliers d'années, je pense que je devrais commencer par m'asseoir et les observer. Fait que je m'assis. Des fois, je répète une vidéo 15, 40 fois, puis je comprends juste une affaire dans la vidéo, des fois. Mais c'est ça que j'essaie de comprendre. Je regarde quelque chose que donc... j'ai pas d'expérience, il n'y a pas personne qui a l'expérience pour savoir c'est quoi, parce qu'on a été dit qu'il n'y a rien là. Fait que quand tu regardes de quoi sur la Lune, n'importe quoi que je m'en dis, ça passe parce que il n'y a rien là qui disent. Fait que quand tu dis, ben, puis tu aurais dû me voir au début, je ne savais pas quoi dire. Je dis, ben là, on voit un genre de
créature, je ne savais pas quoi dire. Tu regardes ça, ces vidéos-là, puis ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'il y ait un mouvement de même ou une vie comme ça. Là-bas, ils disent qu'il n'y a rien. Les observatoires, ils voient. Ils ne nous le disent pas. Moi, je le sais pour un fait qu'ils le voient. Il y a des informations que j'ai trouvées cette semaine qu'ils ont déjà été demandées, des gros observatoires, plusieurs fois, pas souvent, mais plusieurs fois, puis qui ont répondu exactement qu'est-ce que moi je trouve. Des lumières transientes, comme tu dis, là, des phénomènes, et ils voient des fumées avec des lumières, puis avec des couleurs. Fait ils voient exactement la même chose. Ils sont juste pas en train de dire au monde, regardez qu'est-ce qu'on a trouvé avec un observatoire, un télescope d'observatoire. Parce que ça doit être presque pas mal plus impressionnant de le voir avec Lucifer, avec le télescope Lucifer exposé au Vatican, qu'avec mon télescope. C'est inimaginable qu'est-ce qu'il doit pouvoir voir, là. J'ai rien que se poser la question pourquoi le Vatican dépense des sommes folles pour acheter 2 télescopes à infrarouge, très grande définition, les plus grands quasiment au monde, qui sont appelés Lucifer 1, Lucifer 2. Et pourquoi? Puis tu l'as dit, l'infrarouge. Ouais. Pas juste un télescope. Qu'est-ce que le Vatican sait avec l'infrarouge? Où est-ce que c'est marqué, tu sais, là, tu peux jouer avec ça aussi, tu peux dire, où est-ce que c'est marqué dans la Bible que la religion va avoir un télescope ils vont faire de l'infrarouge? Hey, attends une minute, là, ça veut dire que le Vatican, il travaille, peut-être pas lui, c'est peut-être pas le pape qui est assis sur le télescope, mais on sait qu'il y a de l'ouvrage là qui se fait. C'est dans des endroits, imagine, privés, où il n'y a pas tout le monde qui va. Fait qu'est-ce qu'il peut se faire là? Il peut faire n'importe quoi. J'aimerais ça être assis là-bas au Vatican pour voir le télescope, pour voir c'est quoi le procédé, pour voir si c'est des prêtres qui font ça, pour voir si c'est des bishops, des quoi, c'est caché, c'est Man in Black. Moi, ça peut être n'importe quoi. Moi, il n'y a pas rien qui me surprend maintenant. Et moi, je l'avais déjà dit dans d'autres émissions, je connais un ami qui est derrière un télescope national, un observatoire. Quand je lui ai posé la question une fois, qu'est-ce qu'il voyait sur la Lune, il m'a répondu Sylvano. Il y a un de ces trafics là-haut. Ben, et voilà. Fait qu'il t'a répondu qu'est-ce que tu sais que quelqu'un était demandé souvent. Tu savais s'il y avait quelque chose, tu savais que c'est exactement ça qu'il était pour te dire. Il n'était pas pour te parler de détails, mais il t'a dit trafic. Quand on parle de trafic, excuse-moi, là, on parle de rush hour, on parle des chemins bouchés, puis c'est parce que s'il a dit trafic, c'est parce que c'est énorme. Puis c'est tout documenté. Moi, je le crois. Ils sont tous en train de documenter ça. Peu importe c'est quoi, je ne sais pas, mais ils sont en train de documenter sûrement ce qui arrive. Puis les petites affaires incroyables que moi, je montre à tout le monde, là, c'est sûr que ça fait longtemps qu'ils savent ça. C'est sûr que ça fait longtemps. Ils sont capables de le montrer beaucoup mieux. Puis ils savent pourquoi, puis comment, puis en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Ah, c'est sûr. Bruce, au Mont Palomar, pendant 1 mois, tu nous fais un catalogue de la Lune. Hein? Ah, absolument. Absolument. Puis aussi, puis je partagerai des photos avec toi aussi, Sylvano. Une photo, ça reste meilleure qualité, je pense. Fait que de temps en temps, moi, j'accumule. J'accumule, puis on va faire d'autres entrevues sur d'autres sujets aussi, sûrement. Puis moi, je vais trouver une manière, Sylvano, c'est que, puis je te fais assez confiance, moi, je veux t'envoyer les originales. Une manière. Tu sais, des fois, mais comment je peux dire? Moi, je vais faire une vidéo originale, comme que la vidéo que tu as préparée, je peux le faire, puis essayer de te l'envoyer, l'original. Fait qu'au moins, que tu le montres, ça va péter. Tu sais, ça va être clair. Le monde va vraiment voir. Mais je suis sûr qu'ils ont apprécié pareil parce que je regarde les images. C'est mes images que tu me montrais, mais il y a certaines images qui sont beaucoup plus clairement. J'ai des bonnes nouvelles pour toi. Le télescope que tu as montré, quand c'était très embrouillé, c'est à cause que c'était avec mon petit télescope. C'est simplement pour ça. Parce que les images que tu as montrées avec mon 46 mégapixels sont claires. Même tu aurais pu zoomer encore, puis on aurait même pu les voir. Fait que c'est sûr que je ne voulais pas le jeter. Qu'est-ce que j'ai attrapé avec mon 4 pouces, le télescope de 4 pouces? Parce que c'est pas juste la grosseur. Même si vous avez un télescope minime, ben, vous êtes capable de faire des recherches et de voir des affaires pareilles. C'est le fun d'avoir un grand télescope. Moi, je suis au ciel.
Mais avec mon petit télescope, j'ai eu autant d'agréments parce qu'il y avait beaucoup qu'on pouvais avoir. Mais je pense que c'est nos limites. Hein? Si on pousse trop, c'est trop. C'est pas parce que j'ai un 14 pouces que je m'en allais tellement proche pour tout détruire l'image. Si j'ai un télescope qui a 400 000 millimètres de force ou quoi que ce soit, mais je m'en restais un peu plus loin. Je m'en restais plus loin que ça. Je n'irais pas au maximum du télescope pour qu'on puisse avoir une image, une meilleure image. Tu sais. Ce qu'il va en avoir d'autres aussi. L'été s'en vient, Sylvano, puis on va pouvoir avoir trouver beaucoup d'autres choses, ça c'est sûr et certain. Ça va être mon premier été, là, passer mon été dehors avec ça. Là. J'espère que ça va être l'été, Bruce, parce que là, tu es plutôt les pieds dans l'eau à 0 degré. Là. Oui, absolument. On était supposé d'avoir une tempête hier. J'ai pas eu une goutte d'eau. J'ai pas eu de pluie du tout. Là, ça s'en vient un peu gris, mais il annonce de la neige aujourd'hui. Ici. Il fait 1 ou 2, je ne sais pas comment est-ce qu'il fait ici, il fait fret. Il fait froid. J'ai dit fret. Vous ne dites pas ça, hein? Au Québec, en France, il fait fret. Tu dis ça, France? Non. Il fait froid, on va dire. Mais toi, il faut que tu m'apprennes à parler le français, le bon français. Si je veux rejoindre la France, je veux parler comme il faut. Je veux qu'ils me comprennent. Ils vont-tu me comprendre un peu, j'imagine? Ben, je t'apprendrai, t'inquiète pas. De toute façon, on fera d'autres émissions ensemble. Moi, je voulais vraiment te remercier pour cette première. C'était assez fantastique. Ta bonne humeur, ta jovialité, ta présence, c'était super. Abonnez-vous sur la chaîne de Bruce parce qu'il y a plein d'autres vidéos à voir. Franchement, ça lui fera plaisir en plus d'avoir des abonnés français. Il a déjà fait une émission en français. Ils peuvent parler français aussi, Sylvano. Si tu viens à ma chaîne, tu n'es pas obligé de me parler en anglais. Je vais te répondre en français. Je suis parfaitement bilingue. Puis au moins, en répondant, tu n'entendras pas mon accent. Ils vont pouvoir sûrement m'entendre un peu plus. Je remercie, puis je remercie en même temps pour ta communauté d'endurer mon accent, mais pour l'intérêt en même temps de tout ce qui arrive. Une langue universelle, anglais et français dans l'ufologie, puis les chercheurs, on n'a pas un gros lien assez, je trouve, le Canada puis le France. Attends une minute. On a un bon lien. Mais je veux dire, pour faire des recherches comme on fait là c'est étrange. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Je trouve ça super qu'on fasse ça pour introduire. Pourquoi? Parce que j'ai un accent. On est capable de s'entendre, mais on devrait essayer de rejoindre le plus de monde possible. Tu sais, dans d'autres pays, moi, c'est mon but, ça. Ça, j'essaie de faire toujours bien. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis partant pour faire ça. On va faire une émission avec un Suisse français, un Belge, un Québécois. Absolument. Je suis capable de les comprendre. Si je ne suis pas capable de les comprendre, ben, je vais m'arranger pour... Puis, il m'a peut-être développé un bel petit accent français. De l'île de la Réunion, parce qu'il y en a beaucoup qui me regardent à l'île de la Réunion, je leur fais des bisous. Donc, partout où on parle français, c'est pas un problème. Oui, puis j'espère Hey, ça a été super, Sylvano. Mais écoute, c'est la première. Je te dis merci. À la prochaine. Oui. Porte-toi bien. On se contacte, on se message. Puis en même temps, je veux mettre la vidéo, mais que tu aies fini. Je vais le traduire en anglais aussi parce que je veux que le monde sache aussi, ma communauté, ton opinion, puis que tu parles. Puis en tout cas, j'aime beaucoup tes points, Sylvano. Très intéressant. On reparle d'Ingo Swann. Il y a plusieurs personnes. Men in Black, on va avoir beaucoup de bons moments, j'en suis sûr. On va se parler bientôt. Exactement. À bientôt, Bruce. Bye bye. À bientôt. À demain. Là. Salut à tous. Merci tout le monde.